Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour Guillaume. Alors, bon, on est sur Twitch, grande première, donc on va répondre à vos questions éventuelles sur l'UFC 264, Dustin Poirier, Conor McGregor, number 3. Big Ben est là en régie pour justement prendre vos questions. Salut à tous. Et voilà. Bon, malheureusement, Rust n'est pas là. Petit message pour Rust qui est d'astreinte. Exactement, d'astreinte. Et quelle astreinte? Donc au Portugal. Alors mon cher Polydomso, bien évidemment, le temps que les gens arrivent, on va faire un petit peu un état des lieux de la situation. Un bilan. Voilà. Donc pour celles et ceux qui l'ignorent, hein, ce soir, Conor McGregor affronte Dustin Poirier. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois, septembre 2014, Dustin Poirier s'incline par TKO au premier round. Janvier 2020, Conor McGregor s'impose. 2021, oh là là, merci Polydomso. UFC 257, Abu Dhabi, Conor McGregor au deuxième round s'incline par TKO au deuxième round. La première défaite par TKO de sa carrière en MMA. Et là, nous y sommes 6 mois plus tard, sensiblement le même nombre de jours que lors de l'écart entre Nate Diaz 1 et Nate Diaz 2 pour Conor McGregor. Cette fois, donc, il retrouve Dustin Poirier. Selon toute vraisemblance, le vainqueur aura le prochain title shot. Donc contre voilà, Charles Oliveira, le champion lightweight de l'UFC, qui est donc brésilien. Le cadre est planté. On a une carte qui est quand même pas mal, parce que oui, vous pouvez poser des questions sur ce combat-là, mais aussi sur les autres duels de la carte, parce que, mine de rien, la carte est assez dense pour une carte de Conor McGregor. Ouais, j'aime bien. Mais ça, c'est... Moi, je comprends pas l'UFC là-dessus. C'est une stratégie qui, à mon avis, pour moi, est évidente. Quand t'as Conor McGregor qui combat, t'as tout le monde qui va regarder. Tu mets tous les prospects que tu veux mettre en avant. Ils le font pas vraiment, tu vois, pas trop. Ils mettraient Hall en undercard, par exemple. Donc, moi, ça me laisse un peu dubitatif pour toi. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que les cartes, normalement, de McGregor, faudrait les blinder, quoi. C'est clair. Blinder à mort. Les blindés à mort. Mais sauf que, ben oui, on en parle à chaque fois, l'UFC, c'est un sport. Enfin, le MMA est un sport, l'UFC est un business, et donc quand vous mettez les deux ensemble, forcément, Conor McGregor seul, ça vous assure un succès en pay-per-view. Ouais, c'est une belle alchimie. Donc, carrément. Ouais. Donc voilà, donc là, mine de rien, on ne va pas bouder notre plaisir, mon cher Polydomso. Donc, on va commencer, hein. On a déjà eu la preview, on a déjà eu nos pronostics. Clairement, là, pour la sueur, c'est suffisamment rare pour le dire. On partage tous les trois le même pronostic. On pense à une défaite de Conor McGregor face à Dustin Poirier. Mais, et c'est pas un petit mais, Polydomso en off commence à y croire. Ouais. Peut-être que je commence à y croire aussi. Moi, j'étais le moins catégorique des trois sur cette histoire. Pronostic de Polydomso, le pronostic officiel de Polydomso, avec le rated R, c'est victoire par décision unanime de Dustin Poirier. Rust est pour une victoire par TKO KO au 5e et moi KO au 4e. Ouais, parce que bon, après, c'est le problème, c'est qu'on est trois, on parle, ça rebondit, les avis changent, on s'influence mutuellement. Donc, c'est vrai que moi, initialement, quand j'ai fait pas le prono, mais la preview plutôt du combat, je me disais, il y a tellement de pistes, tu vois, exploitées par Conor McGregor que c'est possible, c'est possible. Et je pense qu'il sera prêt ce soir. Je pense qu'il aura les ajustements, il aura fait les ajustements nécessaires. Un petit peu plus de son, on nous dit. C'est oui, ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de gain sur le micro? Oui, parce que c'est particulièrement intéressant ce que je suis en train de dire. Complètement. Désolé de t'avoir. Et donc non, oui, il peut faire les ajustements et à mon avis il les fera. Je pense pas qu'il va se pointer avec le même game plan. J'en serais extrêmement surpris. J'en serais même fort mari. Mais du coup, s'il fait des ajustements, c'est un match qui est abordable pour lui. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué en termes de tout ce qu'il doit modifier pour arriver en fait d'équerre face à Poirier, et même en arrivant d'équerre face au Poirier, le Poirier 2.0 en lightweight, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, même s'il arrive pour la faire simple, hein, par rapport à ce qu'on a dit sur les pronos, même s'il arrive à écarter la menace des calf kicks, ça lui garantit pas la victoire, quoi. Ça, je suis très clair là-dessus. Poirier, il a plein d'autres armes, et je pense qu'à mon avis, lui aussi, il aura anticipé que Conor McGregor apportera de nouvelles choses pour contrer cette faille qui était quand même assez évidente.
Néanmoins, il y a la lutte, il y a le clinch, il y a le fait que Poirier, il lâche pas l'affaire. Il est capable de saloper un match s'il se fait un peu distancer en termes de technique. Je me rappelle surtout du combat contre Joseph Dufy, comme ça, où sur le premier round, il se faisait victorieux de Conor McGregor. Oui, d'ailleurs, comme quoi ils sont liés un peu, tout est lié, tu vois, c'est assez étonnant. Mais sur le premier round, Duffy avait quand même exposé en anglaise Dustin Poirier, notamment, il l'attendait souvent à l'extrémité de sa distance à lui. Et on voit d'ailleurs que Poirier, c'était une réflexion que je ne m'étais pas faite au moment de la preview, mais il a du mal quand c'est lui qui doit aller chercher le combat. C'est pas là où il est meilleur, notamment son combat contre Hooker, comme Hooker était plus grand que lui. Le combat était beaucoup plus difficile qu'on aurait pu le penser, parce que Hooker n'a pas le même niveau que Dustin Poirier. Mais c'était pas un match-up facile pour cette raison, tu vois. Et donc du coup, il avait galéré contre Duffy au premier round, et ensuite il avait salopé le combat, il avait fait du dirty boxing, c'est très bien, moi je dis saloper, c'est pas péjoratif, c'est une bonne chose. Donc il a cette capacité-là. Donc c'est pas un match facile quoi qu'il advienne pour Conor McGregor. En plus Conor McGregor, je pense qu'il a beaucoup profité du fait que sa stratégie, elle marche super bien contre les combattants en orthodoxe. Complètement. Et pas tellement, enfin c'est un peu plus difficile contre les combattants gauchers. Surtout ceux qui ont des low kicks, il n'en avait pas rencontré jusqu'à présent avant Dustin Poirier. La nouvelle version de Dustin Poirier, qu'on me comprenne bien. Et un Dustin Poirier plus serein dans les échanges, qui peut installer sa boxe, son contre du bras avant et son low kick du coup de la jambe arrière. Et par exemple, c'est marrant parce qu'il aurait dû normalement rencontrer Rafael Dos Anjos en lightweight la première fois qu'il devait combattre pour le titre. Et Rafael Dos Anjos, c'était un gaucher qui faisait beaucoup de low kick. Ça se trouve, il se serait passé un truc de ouf. L'histoire aurait pu être complètement différente. Ouais, Rafael Dos Anjos aurait peut-être combattu Floyd Mayweather, qui sait. Non, je déconne, je plaisante. Aucune chance. Aucune chance. Donc voilà, finalement, là nous y sommes. La grande question, c'est Conor McGregor va-t-il faire des ajustements de son côté? Dustin Poirier peut faire des choses différentes, mon cher Polydomso. Sur ce qui s'est passé, parce qu'on a fait toutes nos vidéos bien avant les conférences de presse, bien avant les interviews, est-ce que ça t'a fait un petit peu évoluer dans ton pronostic, ou au contraire, tu restes plutôt confiant? Oui, moi j'ai fait un peu le yo-yo quand même pendant parce que quand j'ai fait la preview, je me suis dit bon, c'est du flair, tu vois, je pense que c'est pas un match-up facile pour Conor, et dans ces circonstances-là, c'est difficile pour lui de revenir, tu vois, et c'est vrai que depuis qu'en gros il a fait son retour au MMA, et il est un peu sur courant alternatif, et quand tu fais abstraction finalement du match-up contre Donald Cerrone qui est déjà sur sa fin de carrière, et qui en plus, déjà même pas sur sa fin de carrière, était un match-up extrêmement favorable. Là qui est sur 6 combats sans victoire. Ouais, c'est clair. Mais même de base, Cerrone, il a toujours eu du mal contre les gauchers, il a toujours eu du mal contre les gens qui lui mettaient la pression. Directement. Ouais. Donc c'était compliqué pour lui déjà de base, même si on avait eu un prime Cerrone, je pense que ça aurait été très difficile pour lui. Donc si on omet ce combat-là, il n'y a que des défaites. Complètement. Oui, parce que Conor McGregor, là quand même, ce qui fait un petit peu mal, sur ces 6 derniers combats, on est à 3-3. 3-4 quand on prend en compte le combat face à Floyd Mayweather. Une victoire, 2 défaites chez les lightweights. Mais est-ce que, honnêtement, est-ce que quand on dit ça, on n'est pas un peu finalement dur avec lui, au-delà des chiffres? Parce que c'est vrai que dans ces défaites, hormis Nate Diaz qui peut être une surprise, il n'a quand même affronté que le top de la catégorie. Sûr. Et puis même la victoire qu'il a eue contre Alvarez, c'est quand même une belle victoire. Pour moi, Alvarez, c'est un des tout meilleurs de la catégorie. D'ailleurs, Polydomso, faut qu'on en parle aux gens qui sont avec nous sur Twitch, parce que Polydomso a une théorie, sans doute. Vous êtes nombreux à la partager. C'est parti. Concernant le match que moi j'aurais aimé voir. Ah oui. Parce que j'ai pas vraiment une théorie, mais je crois que je l'avais évoqué dans plusieurs podcasts. Moi, il y a un match où je suis encore une fois fort mari de ne pas l'avoir vu. C'était le match Eddie Alvarez au moment où il avait pris le titre contre Khabib Nurmagomedov. Et en théorie, c'était un combat qui aurait dû se passer, parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait de la situation, comment ça s'est présenté. Il y avait une négociation. Dana White a envoyé un contrat à Khabib Nurmagomedov pour qu'il fasse le combat contre Eddie Alvarez. Khabib l'a signé, Eddie ne l'a pas signé, parce que Eddie, lui, il était en attente du combat contre Conor McGregor qu'on l'avait fait miroiter. Mais ça a déclenché, en fait, ça a permis de faire levier pour que Conor McGregor accepte le contrat qui lui était proposé. Et donc du coup ça s'est pas fait, et finalement c'est un peu ce qui a perdu Alvarez, quoi. Je pense qu'il a perdu une belle opportunité. Alors certes il a dû gagner beaucoup d'argent avec son combat contre Conor McGregor, mais il l'a quand même perdu de manière tonitruante. Complètement.
C'est terrible parce que ça a coupé son règne au moment où il venait de battre Rafael dos Anjos, qui à l'époque, je le rappelle, était quand même sur une sacrée lancée. Ah oui, il était monstrueux, Rafael dos Anjos. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette catégorie, dos Anjos, il a été champion que pendant 1 an. Finalement. Mais c'est dingue. Il y a eu une succession parce que Rafael dos Anjos était très bon, mais aussi parce qu'Eddie Alvarez était excellent aussi. Ouais. Et le truc, c'est que c'est des histoires de match-up parce que moi, je pense que Eddie Alvarez, c'était compliqué pour lui de combattre un mec qui était aussi bon dans les échanges, qui avait ce pouvoir de KO, parce que ceux qui regardent Eddie Alvarez savent comment il est, hein. C'est un peu un diesel, il lui faut du temps pour prendre sa distance, il se fait mettre knockdown quand même assez souvent par beaucoup d'adversaires différents de niveaux très variables, et le problème c'est que ça pardonne pas contre un mec comme Conor McGregor, tu n'as pas de deuxième chance, alors qu'avec d'autres, il peut se prendre un knockdown et ensuite se relever et prendre son rythme, et ensuite, même au niveau du striking, il prend presque plus de coups, tu vois. Ça c'est la spéciale Alvarez. C'était comme ça au Dream, c'était comme ça au Bellator, et c'était comme ça même à l'UFC finalement. On se souvient de son combat contre Gilbert Menendez, c'est comme ça, où il se fait rouler dessus sur le premier round et ensuite il revient et tout. Donc ça c'est vrai qu'Eddie Alvarez était comme ça, donc c'était pas favorable contre Conor McGregor. En revanche, moi j'aurais adoré le voir contre Khabib Nurmagomedov. Pour la raison est la suivante, c'est que pour moi Eddie Alvarez c'est peut-être un des meilleurs combattants lightweight qui gère son footwork sur les déplacements en reculant. C'est peut-être regardez franchement, très honnêtement, les gens vont dire ouais mais il raconte n'importe quoi Polydamso. Regardez les combats contre Michael Chandler, regardez les combats qu'il a fait, même tu vois par exemple ces derniers combats au One FC qui sont pas top parce qu'on est un peu sur le déclin, le twilight, tu vois, de Eddie Alvarez. Il y a plusieurs moments où il se retrouve contre les cordes, il fait son petit mouvement à gauche à droite, paf, il te balade un mec comme ça, tu vois, genre il le fait même mieux je trouve que Adesanya, tu vois, ce genre de truc. Quand il se retrouve, tu vois, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en garde, et il se met quasiment comme si vous teniez droit en fait face à l'adversaire, donc il a les pieds qui sont alignés. Normalement, c'est une erreur, on le fait pas, mais ça lui permet de faire des sortes de pas chassés en fait, d'un côté de l'autre, d'un autre côté de l'autre, et en fait, tu sais jamais, c'est impossible. C'est très difficile pour déterminer de quel endroit il va sortir. Tout ça pour dire, pourquoi j'aurais aimé voir ça, c'est que à cette époque, Khabib, sa faiblesse, il me semble, tu vois, surtout à cette époque-là, on était en 2016, il me semble, c'est qu'il avait une approche qui était extrêmement frontale. Il rentrait, tu vois. Il n'y avait pas de je cut le ring, je feinte, je te pousse progressivement vers la cage. Il allait tout droit, c'était un bulldozer. Et moi, j'aurais adoré voir ça parce que ça aurait fait Torero, quoi. Ça aurait fait Matador, Toro, tu vois. Et honnêtement, je ne sais pas qui aurait gagné. Très honnêtement, pour moi, ça, c'était un match-up qui aurait été très compliqué à gérer pour Khabib. Alors après, peut-être, je dis ça, mais peut-être qu'il aurait roulé sur Eddie Alvarez. Peut-être, mais peut-être aussi que Eddie Alvarez, il serait sorti, il aurait piqué et, sur 5 rounds. Tu vois, lui, il est capable de les tenir les 5 rounds comme ça, à ce rythme-là. Tu vois. Donc ça aurait été très intéressant pour moi. Oh là 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 là. Mais malheureusement, Eddie Alvarez étant désormais au NFC, Khabib étant retraité, nous ne verrons jamais ce choc qui, sur le papier en tout cas, promettait quand même énormément. Ça aurait été vraiment cool. Là désormais, donc Polydamso. Conor McGregor, sur toute sa Fight Week, n'a fait que répéter, bien évidemment, qu'il se préparait pour Manny Pacquiao, qu'il avait fait 85% de son camp d'entraînement en boxe anglaise. Est-ce que pour toi, finalement, on est sur quelque chose, c'est une histoire pour, mine de rien, vendre la trilogie ou bon? Que ce soit vrai ou pas, pour moi, je trouve que les deux sont pas bons pour McGregor. Soit c'est faux, c'est une excuse bidon et ça craint. Soit c'est vrai, mais j'ai envie de dire, mais mec, pourquoi tu prends un combat contre Dustin Poirier si dans ces conditions-là? C'est pas possible, tu peux pas, t'es un professionnel, tu fais du MMA, Dustin Poirier, ça m'étonnerait que tu le sous-estimes à ce point-là, tu vois. Et si tu le sous-estimes à ce point-là, c'est grave, tu vois. C'est-à-dire que t'es complètement ailleurs, t'es en dehors des réalités, tu vois, parce que il a fait une progression qui est énorme, tu vois. C'est plus complètement le même. Folle. Donc les deux trucs, moi, m'encouragent. Enfin, je trouve que c'est pas encourageant. Et de son côté, lui, Dustin Poirier est apparu particulièrement confiant en conférence de presse. Qui a quand même dit que Conor McGregor aujourd'hui n'avait plus l'aura McGregor avait disparu, c'est un homme comme un autre pour lui. Moi je comprends ça, hein. Je pense que Conor McGregor surtout et en fait l'aura il l'a plus depuis c'est plutôt ça la question. Quand est-ce que ça disparaît? Voilà, parce qu'en fait la réalité, tu vois, les gens, alors c'est marrant comme quoi, tu vois, on déclenche des réactions qui sont quand même polarisées, tu vois, pendant très longtemps on avait l'étiquette fanboy de Conor, là on émet quelques doutes et quelques inquiétudes pour lui, et là on est nous sommes des haters, tu vois, il n'y a jamais de demi-mesure, c'est un truc de fou. Et moi juste ce que je remarque, c'est que effectivement il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a, c'est l'aura d'invincibilité, c'est énorme. C'est énorme parce que ça peut te faire une carrière, un truc comme ça, d'autant plus si tu as un style qui est très, très spécifique, qui pose une question, encore une fois, tu vois, mais vraiment précise.
Là, si en plus t'affrontes un mec comme ça qui a l'air invincible, qui met KO tout le monde, bah regardez ce qui s'est passé avec José Aldo. Francis aussi. Francis, mais je pensais José Aldo contre Conor McGregor. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette aura, si Conor il avait perdu, je sais pas, son deuxième combat, l'UFC 1, un truc comme ça se serait pas passé de cette manière-là, je pense. Et depuis qu'il a perdu en fait contre Nate Diaz, qu'il a perdu une première fois. Pour toi, c'est Nate Diaz qui a fait tout basculer? Je pense, ouais. Je pense parce que même la victoire qu'il a derrière, c'est une victoire dure, quoi. Ouais, c'est pas aussi flamboyant qu'avant. Alors après, ça a été un round et demi. Ça a été, tu vois, genre un peu. Il y a eu une rédemption avec le KO qu'il a mis sur Alvarez, où le truc est reparti immédiatement. On s'est dit ok, d'accord. C'est parce que c'était Nate Diaz, qu'il est très spécial lui aussi. C'était en welterweight. C'était un géant, il lui mettait 2 têtes de plus et tout. Donc les gens ont recréé une espèce de fiction là-dessus. Et en même temps, c'est vrai que la performance est tellement impeccable contre Alvarez qu'on aurait. Enfin, c'est pas pour blâmer les gens qui ont eu ça. Tu vois, la hype était réelle à ce moment-là. Pour la ceinture, première de l'UFC au Madison Square Garden. Ouais, c'est clair. Et puis bon, il a pas vu le jour du tout, Eddie Alvarez, quoi. Donc voilà. Alors, je te dis que on va dire l'aura a été écornée. Il y a eu un petit doute, un petit sursaut avant-coureur en fait avec le combat de Nate Diaz. Le combat contre Khabib, c'est compliqué parce que Khabib, c'est pas une honte de perdre contre Khabib. Encore une fois, tu vois, genre le mec est invaincu. Pour le coup, lui aussi, il a son aura, tu vois. Ouais. Et c'est étonnant. Ça m'aurait fait marrer de voir en fait. J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait déclenché si les gens avaient plus peur de Khabib aussi, tu vois, à ce niveau-là. Parce que je pense que si Khabib, comme il est invaincu, il y a cette aura, et le fait que tu stresses. Tu regardes le combat contre Justin Gaethje, il respire pas du combat. Alors que pourtant, tu vois, il touche Khabib, il tourne, il fait les trucs, mais il est en apnée pendant tout le combat. Exactement. Parce qu'il est, bon, après, c'est Khabib qui lui fonce dedans. Et, attends, je veux pas minimiser la performance de Khabib, mais je pense que ça joue énormément ce côté aura. Donc moi, je trouve que le propos de Poirier est juste. Je sais pas si particulièrement en fait l'aura il la ressentait pas déjà au deuxième combat, tu vois. Parce qu'il était beaucoup plus serein, moi je trouve, dans le deuxième combat, tu vois. Il était dans les échanges, il avait pas peur de se faire zapper. C'est vrai que quand on compare la première itération de en 2014, Poirier, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. C'est un mec qui a quand même traversé des guerres, qui a gagné une ceinture mine de rien, qui a eu le combat contre Khabib Nurmagomedov, qui est revenu ensuite face à Dan Hooker. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de certitude. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, McGregor, quand tu parles de l'aura, lui aussi a vécu l'inverse avec Khabib Nurmagomedov, parce qu'on a eu un Conor qui était assez surprenant aussi. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette aura-là du côté de Khabib, ça aurait été différent aussi. Après, tu vois, avec des ça ne s'arrête jamais, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est immatériel, tu vois. Mais et on va nous dire que là, on part en vrille, tu vois. Mais c'est très difficile de jauger ce qui est dû à la psychologie finalement. Et par exemple, un autre exemple, c'est Fedor. Moi, je pense que Fedor, il y a beaucoup de combats qu'il a gagnés alors qu'il avait plus le même niveau qu'avant, tu vois. Tu vois, ces combats qu'il a fait au Dream. Non, pas au Dream, contre Strikeforce. Non, juste avant. C'est le truc de Donald Trump. Affliction. Affliction, voilà. Contre du coup Tim Sylvia et contre Arlovski. Ouais. Mec, en vrai, c'était déjà l'ombre et même contre Brett Roger au Strikeforce. En vérité, c'était déjà un Fedor qui cherchait à mettre le KO absolument, qui avait plus tout son jeu, qui faisait sa splendeur, tu vois. Et donc il a pu vivre un peu de ses rentes, en fait, de ses rentes d'aura, tu vois, comme ça. Et il y a plusieurs combattants qui sont sur des rentes d'aura où finalement tu comprends pas parce que la technique s'est simplifiée à mort. Et ils continuent de gagner, en fait. Et bon, tu sais pas ce qui est la part de nervosité chez l'adversaire. Un autre combattant qui avait ça, c'était évident, c'était Ronda Rousey. Elle s'est mise à mettre des KO et tu te disais mais c'est pas possible, quoi. Le niveau est abyssal, c'est nul, tu vois. Je le dis avec tout le respect encore une fois, mais c'était pas son style à Ronda Rousey à la base. Et elle a quand même mis des KO comme ça parce que les gens ils flippaient, tu vois. Invaincu en carrière Ronda Rousey quand même jusqu'à sa terrible défaite. Et généralement la démystification elle est dure. Quand elle arrive, c'est violent. Quand t'as un mec qui a vraiment pas peur et qui a compris qu'en fait c'était de l'esbrouf quelque part et que c'était les gens qui étaient auteurs de leur propre défaite, la sanction elle est difficile. Ça, c'est clair. Et d'aucuns disent, mon cher Polydomso, que les lutteurs, après quelques KO, ont tendance à tomber amoureux de leurs mains. Est-ce que la même chose est arrivée à Conor McGregor, qui pourtant est un striker? Je pense, parce que en fait c'est différent. Alors, ça arrive aux lutteurs parce que je pense que les lutteurs, il y a deux dynamiques. Le fait qu'ils frappent très très fort, c'est rare. En fait, c'est marrant parce que je pense que ça se transitionne bien. Généralement, les mecs qui viennent de la lutte
à plus forte raison, la lutte libre et tout, t'as beaucoup d'explosivité, des trucs comme ça. Généralement, ils ont quand même une grosse puissance de KO, donc c'est une agréable surprise pour eux, tu vois, de découvrir ça. Et en même temps, la deuxième dynamique, c'est que c'est quand t'as fait des compétitions, mettons que tu sois américain, fais des compétitions en université et tout, à mon avis, t'arrives à 30 ans, t'as le dos mais flingué, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu as des combattants, Quinton Rampage Jackson, par exemple, il était connu, tu vois, pour les projections, les slams, les trucs comme ça. Il n'en faisait plus du tout à la fin. Parce que, à mon avis, rideau, tu vois, c'était terminé, tu vois. Donc je pense que c'est les deux trucs qui jouent là-dedans. Conor McGregor, moi je pense que ce qui lui est arrivé, c'est le truc en anglaise, quoi. Ça a joué énormément, je pense. Pour toi, c'était terrible pour Conor McGregor qui a quand même teasé, attention à Megan Olivier. Il avait promis lors du dernier combat un chef-d'œuvre. Il a dit non, ça va être pour ce combat-là. Même Conor McGregor a dit, la plupart des gens considèrent, je considère aussi, ma performance contre Eddie Alvarez comme la plus grande performance de l'histoire de l'UFC. De l'histoire de l'UFC. De l'histoire de l'UFC. Polydomso. Es-tu d'accord avec cette citation, enfin cette même statement véritable de Conor McGregor alors pour toi, quelle est la plus... Non mais d'abord, tout est subjectif parce que bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Choisir une performance, mais toi, de tout ce que tu as pu voir, laquelle reste particulièrement en mémoire? Ça dépend, parce qu'après, en réalité, c'est une question de critères. C'est vrai que si tu te dis, quand tu mets tout bout à bout, le niveau de la performance, l'impact culturel, voilà, l'écho médiatique du truc, tu vois, le tremplin que ça a fait pour la carrière de McGregor, alors du coup, si tu prends tout ça en compte, tu peux difficilement trouver mieux en fait à l'UFC. Donc ça, je le comprends, tu vois. Après, la plus belle performance sportive... Non, je suis pas d'accord. Il y a trop de trucs en fait qui sont très bons. Je sais pas, un petit peu, tu vois. Par exemple, je sais pas, mais la performance. Alors les gens vont rigoler, tu vois, mais encore une fois, la performance de Rafael dos Anjos contre Anthony Pettis, c'est 5 rounds où il lui roule dessus, mais et c'était Anthony Pettis qui avait pas perdu. Qui faisait flipper tout le monde, qui était une superstar. D'ailleurs, l'UFC banquait à mort et Rafael dos Anjos, il partait pour perdre. On a un mot de notre cher Ben. Non, déjà remercier les 267 personnes qui sont là. Merci beaucoup, merci à tous. C'est énorme. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions différentes. Je suis désolé, Polydomso, je t'ai coupé. Non, mais vas-y, allez-y. C'est parce qu'en fait, j'ai peur de pas tout retenir. Ah oui, allez, on commence par les questions. Alors, bien sûr, ça, c'est beaucoup sur le main event, sur Conor. Bien évidemment. Contre Poirier, la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça sera la suite si Conor gagne? Qu'est-ce que ce sera la suite si Conor perd? Allez, on va commencer par ça. Dos Anjos ou... ou Nate Diaz. ou De Oliveira. Oui, en cas de victoire. Vas-y, je te laisse parler un peu. C'est parti. Alors, on va commencer par cette question-là. Hein. En tout cas, tu veux que je te les pose toutes et après... On commence par celle-là, Okay. On commence par celle-là tranquillement. Alors on va commencer déjà par le pire scénario possible. Conor McGregor qui s'incline. Déjà, ce qui est sûr, mon cher Polydomso, c'est que l'UFC, pour reprendre par exemple les exemples de BJ Penn, les exemples de toutes leurs stars, ils ne vont pas laisser partir Conor McGregor. Parce que sinon ils se font recapter immédiatement après par une autre organisation. Exactement. Donc, ils vont essayer de tirer le plus possible de Conor McGregor pour ensuite, une fois qu'il n'y aura vraiment plus rien à en tirer, le laisser partir. Donc si vous voulez, si Conor McGregor ne combat plus, en tout cas pour moi, c'est que c'est lui qui va dire soit je prends ma retraite, soit je prends une pause. Mais c'est pas l'UFC qui va se dire on va te mettre au placard. Aujourd'hui, il pèse beaucoup trop pour que l'UFC puisse le laisser partir. Non, c'est clair. Et puis il y a d'autres combats à faire. En revanche, on était un peu pessimiste sur ses chances d'accès à la compétition. En fait, c'est surtout ça ce que ça va déterminer. Moi, je pense pas qu'il va se faire. C'est impossible qu'il se fasse virer de l'UFC après ce combat. Tu vois, ça c'est clair. On va être très clair là-dessus. En réalité, ce qu'il y a, c'est que jusque là, s'il gagne, il se remet en fait dans le mix total parce que ça lui envoie un title shot direct contre Oliveira. En plus, Oliveira-McGregor, moi, je trouve que c'est un match-up qui favorise McGregor un peu, tu vois, complètement. Attention, je marche sur des œufs en disant ça. En cas de victoire, c'est logique. Et donc voilà, donc c'est ça. Là, pour le coup, en fait, c'est sa crédibilité sportive en fait qui prend un énorme stonk, tu vois, qui remonte. Cela dit, une victoire contre Dustin Poirier, mine de rien, directement la crédibilité sportive, elle est là. En soi, c'est déjà très très fort, mais en plus, ça lui ouvre. En fait, ça le remet, je te dis, dans le bain. Alors, en revanche, s'il perd. Écoute, il y a la trilogie contre Nate Diaz, il y a... Est-ce que toi, t'aurais envie de voir ça? Ouais, pourquoi pas?
Ah ouais? Ouais, bon après ça va moins me titiller les coronesques qu'un combat contre Oliveira, tu vois, mais c'est cool quand même, tu vois. Moi je dis pas non, tu vois, je boude pas mon plaisir. Parce qu'aujourd'hui en 2021, titiller les coronesques de Polydomso, il faut quelque chose. Je suis un blasé, moi, j'ai tout vu, tout testé, donc tout goûté. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Concernant Dustin Poirier, victoire, là aussi, combat contre Oliveira, il en parle, son objectif c'est de reprendre la ceinture. Défaite de Dustin Poirier, parce que ça qui est assez étrange, c'est qu'on parle énormément du cas où Conor McGregor perd, mais très peu Dustin Poirier s'il perd. Moi je sais pas, par exemple une revanche contre Justin Gaethje. Mm-hmm. Je dis pourquoi pas. Contre Dos Anjos, moi je dis pourquoi pas aussi. Michael Chandler, t'aimerais bien toi? Aussi. Bah, du coup, il y a plein de matchs. Il y a pas mal de combats assez excitants. Et c'est la chance, si tu veux, de cette catégorie, c'est que là, ça se presse au portillon. Il y a énormément de gens, beaucoup d'appelés, peu d'élus, malheureusement, mais du coup, ça fait beaucoup de combats stylés. Donc, pourquoi pas même Islam, s'il arrête de combattre des mecs comme ça. Comme Thiago Moises. Thiago Moises, tu vois. Donc, ouais, non, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, je me fais pas de soucis. Je pense qu'elle est loin d'être terminée, la carrière de Dustin Poirier également. Ouais. Ça se bouscule au portillon, sauf pour le numéro 3 de la catégorie, je me permets une petite digression, Beneil Dariush. Pour cet homme, qu'est-ce que l'UFC va bien pouvoir faire de Beneil Dariush? Parce que dans cette galaxie, constellation de stars, on a quelqu'un qui, certes, mine de rien, mérite aujourd'hui cette position, Diego Ferreira dans ses dernières victoires, et surtout Tony Ferguson. Ouais. Mais là, c'est peut-être le gars qui est le moins attractif. Le mec, si bien évidemment vous l'emportez contre lui, il y a peu de chances quand même que vous puissiez briller. Et on se pose la question de quel adversaire pour lui. Déjà, c'est un des mecs qui a eu une très belle carrière, je trouve, en lightweight. Il a eu un peu de malchance parce qu'il était sur une super lancée, il s'est fait stopper dans un combat qu'il gagnait contre Edson Barboza. Complètement. Et stoppé net. Ouais, stoppé net, ouais. Le stop était violent. Et puis là, pareil, il enchaîne les victoires. Alors, il a eu aussi la malchance d'accepter un combat contre Hernandez. Exactement. Il aurait peut-être pas dû le prendre parce que c'était au dernier moment, il s'était fait mettre KO. Donc, à part ce double couac finalement, il est impeccable. Mais le problème, c'est que c'est le Dark Horse, quoi. C'est le Ronaldo Souza, c'est le Hassoun Sao. Tu vois, il y en a eu périodiquement des mecs comme ça qui n'avaient pas accès au title shot, mais qui battaient tout le monde pendant une courte période. Donc Beneil Dariush, il a tout fait, il a pris tout le monde. Je sais pas. À mon avis, faut qu'il va regarder derrière. Faut qu'il se tienne prêt, faut qu'il reste actif, faut qu'il se tienne prêt. Et si jamais il y a une annulation, un truc, je pense que c'est sa seule voie. Ouais, complètement. Tu vois, on a appris là que Rafael Dos Anjos avait fait le cutting. Et était remplaçant pour le main event. Je pense que c'est comme ça qu'il doit se positionner. C'est malheureux, moi ça me rend triste, mais c'est la réalité. Comme il n'est pas assez. Voilà quoi, il a pas trop de personnalité, en tout cas affiché, il en a peut-être chez lui, d'ailleurs je le suppose, tu vois, carrément, mais il est pas très extraverti, il parle pas assez de lui, je trouve. Il a pas non plus un style, c'est vrai, qui, bien évidemment, pour les non-aficionados, mais pour les non-aficionados, Diego Ferreira, Beneil Dariush, c'était super. Mais sauf que le problème, c'est vrai que pour l'UFC, quand vous voulez faire des highlights, c'est un petit peu plus difficile. Mon cher Polydomso, on va prendre une autre question. Yes. Alors, on a une question très importante de Taz6, je sais pas comment on prononce. Ton t-shirt il déchire, le G, où est-ce que tu l'as acheté? Le t-shirt, c'est comme le t-shirt de Polydomso, merci beaucoup. Petit moment réclame. Exactement, on répond surtout aux questions. C'est sur le Lassueur Store, donc lassueur.store, vous trouvez toutes nos fringues, toute notre merch, c'est dessus. Et Rusty B c'est straight out of Stockton, parce que c'est un grand fan des frères Diaz, comme nous tous d'ailleurs. Oui. Alors, pour revenir au main event, il y a beaucoup des questions sur la motivation. Est-ce que McGregor, il n'est pas déjà éteint au niveau de sa fin, on va dire? Et est-ce que Poirier, il n'est pas trop confiant, en fait? Les gars, évidemment qu'il est motivé, Conor, comme lorsque Polydomso va faire ses débuts à l'UFC ou au Bellator. Si Polydomso est à l'UFC ou au Bellator, c'est qu'il a envie d'y être, bien évidemment. Parce que j'ai d'autres trucs à foutre, honnêtement. Et Conor, c'est pareil. En réalité, le mec, s'il veut, il peut s'arrêter. Et pour 100 générations, ils sont refaits, les gens. Et continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Tu vois. Donc, s'il le fait, s'il s'astreint à ça, c'est que ça... Ouais, lui aussi, ça lui titille les coronesses, quoi. Il aime bien. Alors après, est-ce qu'il a la dalle, vraiment, tu vois?
Ça, c'est pas la même chose. Motivé, il l'est, ça c'est clair. Moi, je pense aussi, ça, il kiffe, il vit pour ça. Tu vois, c'est un mec, à mon avis, qui doit être accro à l'adrénaline. Et il est extrême comme gars, tu vois. Et ça doit le faire kiffer à mort, tu vois, ce genre de truc. Mais la dalle, c'est quelque chose de différent, tu vois. Pour citer, je crois que c'était Jack Dempsey qui disait ça. Il disait qu'à l'époque où il montait, bon, c'était il y a 100 ans, donc plus de 100 ans, donc forcément, le rapport qualité-prix n'est pas le même. Mais il disait que pour $9, il aurait accepté qu'un mec lui explose la tête à coups de marteau, tu vois. Parce qu'il avait tellement faim, tu vois. Et au sens propre et figuré, tu vois. Il fallait qu'il fasse ses preuves et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont ça, tu vois. Qui ont le couteau sous la gorge, ils ont une famille à nourrir, ils vivent dans des pays, c'est pas facile et tout. Ça, eux, ils ont la dalle, ils sont prêts à mourir, tu vois, dans l'octogone. Je pense pas que Conor McGregor soit à ce stade-là. Il a peut-être eu à un moment, ça j'en doute pas, tu vois. Mais en revanche, la motivation, oui, il l'a, très certainement. Complètement. Et je pense, moi, vraiment, pour le coup, je pense que toutes les questions que les gens peuvent avoir par rapport à Conor McGregor, le fait que, bah, tu vois, il construit son propre gym, il aille plus à SBG, c'est qu'à mon avis, il a aujourd'hui cette approche qu'on peut lui reprocher, d'ailleurs. Bien évidemment, tout dépendra de ce qui va se passer ce soir pour la suite de sa carrière, parce que si ça se trouve, c'est lui qui a raison et qui révolutionne un peu tout ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, il a une approche très boxe anglaise dans la gestion de ses camps d'entraînement, tu vois. Bah, un peu comme Tony Ferguson avant lui. Exactement. C'est avec Tony Ferguson, avec plus de moyens, sauf que aussi, je pense, à la différence de Tony Ferguson, tu vois, il y a vraiment ce côté, quand il n'a pas de combat prévu, il s'entretient assez tranquillement. Et ensuite, bah, là, il fait son propre gym, il fait venir toute sa team en Californie et il s'entraîne. Mais ça, c'est parce qu'il a les moyens pour le faire. Exactement. Aussi, hein. Certes, à mon avis, c'est une évolution qui, à terme, je pense, c'est ce qui va se passer. Parce que clairement, le modèle là, actuel où les mecs s'entraînent, limite, tu as des enfants qui s'entraînent dans le même club et tout. Je pense que c'est pas à un moment donné pour les combattants professionnels, surtout quand tu évolues à ce niveau-là, faut que tu aies une approche comme ça qui est plus élitiste, où tu as tes sparring partners, tu as tes partenaires d'entraînement et tout. C'est comme ça qu'à mon avis, tu atteins des niveaux très élevés. Tu vois. Donc oui, je pense que c'est la bonne approche, il a ce luxe-là. C'est le luxe. Après, moi, c'était plutôt dans le sens où être toujours présent à la salle, comme par exemple Dustin Poirier qui s'entraîne à Etiti par an pour regarder. Et Etiti, déjà, c'est ça, hein, plus ou moins. Exactement, ouais. Parce que c'est... Si tu veux, bon, il y a des cours pour tout le monde à Etiti, mais là, tu as un tel pool et un tel bassin, tu vois, de combattants. C'est monstrueux. Pour moi, c'est la meilleure équipe actuellement à Etiti. Hein. C'est clair. Mais ils ont tellement de combattants. Dans toutes les catégories, ils ont potentiellement un champion. Là, même là, ne serait-ce que sur la main card de l'UFC 264, il y a Dustin Poirier, il y a Greg Hardy. Et je crois que c'est tout. À peu de choses près. Peut-être quelqu'un d'autre, ouais. Je sais pas. Bon, vous nous corrigez exactement. Dans le live. N'hésitez pas, dans le chat. Ben. Alors, une question plus pour Polydomso, un peu technique. On va voir ce qu'on peut faire. C'est Louis Takeshi qui nous dit que techniquement, il voit aucune progression chez Dustin Poirier par rapport à l'époque Alvarez et jusqu'à maintenant, quoi. Et que c'est juste un brawler qui sait mettre juste une pression. Et que techniquement, il y a beaucoup d'autres combattants qui sont bien meilleurs. Oh, c'est un troll. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça, mec. Il a posé beaucoup de questions. Je suis pas d'accord. Alors, c'est étonnant parce que je comprends l'aspect brawler. Il y a un truc qui est très fort chez Dustin Poirier, il l'a toujours eu, c'est que dès qu'il sent que t'es mal, il y a une avalanche de coups, c'est impressionnant. Ça va très très vite. On a vu dans le deuxième Eddie Alvarez. Contre Alvarez, contre Conor McGregor, et il y en a plusieurs comme ça, tu vois, où il se met il s'ancre au sol et il envoie des battoirs, et c'est vrai Justin que là... Gaethje aussi. Justin Gaethje, même il y a eu des séquences comme ça contre Holloway. Dan Hooker aussi. Contre Dan Hooker. Ouais, enfin bref. Tous ces combats, quoi, en somme, tous ces combats, tu vois. Tous les combats comme ça, mais même dans les combats qu'il perd, il a ces instants-là, donc c'est vrai que là, il peut apparaître comme un brawler. Mais je suis désolé, tout le travail qu'on met en lumière depuis quelques podcasts sur son évolution en anglais, son utilisation du shoulder roll, son utilisation du crochet du bras avant, le fait que par exemple il est piégé McGregor, ça c'est un truc tout nouveau qu'il n'avait pas fait, qu'il n'avait jamais fait avant. Quand il a piégé McGregor sur le shift, normalement il fait un shift, il envoie le bras avant qui devient bras arrière. Là il a fait un changement de niveau, donc il évolue. Et un autre truc où il évolue, dans le combat contre McGregor, à un moment donné, quand il essayait de mettre au sol McGregor, il a tenté, bon il n'a pas réussi, mais tu sais, tu fais un peu comme une élévation avec le balayage, et c'est le truc que lui a fait Khabib en fait. Exactement. Donc il a essayé de faire comme Khabib, donc
tu vois, c'est un mec qui évolue tout le temps. Donc je trouve que là, non, c'est carton rouge pour Louis Takeshi. Honnêtement, désolé, hein, mec, mais non, là, c'est pas possible. Il assure que c'est pas un troll et qu'il adore Poirier. Ouais, mais ouais, je sais pas, ouais, d'accord. Non, mais bon, après, on a chacun son avis, mais moi, je suis. Permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. Pauvre Louis. Alors, Ben, poursuivons. Après, on a répondu à peu près à toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le main event. Ok. Donc peut-être passer sur le co-main. Ouais. Le co-main. Passons sur le co-main event. Parce que le co-main event, les gars. Alors, les gars, les 271 gars, bonsoir à vous, encore une fois. Ouais. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je transmets pour vous. Oui, même si Polydomso peut être un peu dur dans ses réponses. Donc on est dur avec ceux qu'on aime. Voilà, c'est ça. Burns contre Stephen Wonderboy Thompson. Bon, un combat qui, sur le papier, si Burns a envie d'utiliser son JJB, ça pourrait être très très intéressant. Sinon, selon toute vraisemblance, on devrait avoir une petite promenade de santé, sauf bien évidemment grosse bombe de Gilbert Burns pour Wonderboy. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que Burns va écraser, assez impressionnant, Thompson. Je suis très surpris. Ouais, pareil, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat pourquoi vous pensez ça. Moi, je suis content parce qu'ils ont vu des trucs qu'on a peut-être pas vu, tu vois. Donc honnêtement, moi, je suis assez surpris parce que Burns, je suis pas convaincu par son run en welterweight, hein, vraiment pas, tu vois. Et après, le problème, c'est que Thompson ralentit quand même, parce que j'ai revu depuis le prono, justement parce que ça m'a mis le doute. Je me suis dit, putain, j'ai raté un truc, tu vois, j'ai loupé un coche. Moi, surtout contre Luque, que ça m'a un peu inquiété. Et en plus, Luque, c'est le partenaire d'entraînement de Burns. Donc, effectivement, ça peut jouer. Mais même contre Goff Neal, le truc, c'est que Goff Neal, il a vraiment fait ce qu'il fallait pas faire, en fait. Mais c'est vrai qu'il est moins rapide, moins incisif. En revanche, je trouve qu'il est un peu plus guerrier aussi. Exactement, ouais. Donc, bon, c'est vrai qu'il ralentit, c'est vrai qu'il a 38 ans. C'est vieux, tu vois, c'est vrai qu'on est peut-être à un combat, tu vois, de soudain déclassement, parce qu'il n'a pas connu ça pour le moment. Il n'y a pas eu de déclassement, tu vois, de Thompson. Les combats qu'il a perdus, honnêtement, le combat contre Thiel... non, mais surtout que c'était pile ou face. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 combats de suite où à chaque fois, il s'est quand même pris des knockdowns. Il y a le combat contre Anthony Pettis et Anthony Pettis. Et le KO. Ça, c'est vrai. C'était inattendu. Il gagnait, combat qu'il gagnait. Il gagnait le combat. Et bon, après, c'était la stratégie de Pettis. Donc, il gagnait le combat, mais il rentrait dans le jeu de Pettis aussi. Donc, c'est compliqué, ces choses-là. Mais donc, c'est vrai qu'il ralentit. Moi, je vois juste ça. Parce que, honnêtement, Burns, tu vois, genre, si ce n'est qu'il est très athlétique. Il y a un truc que fait Burns, par exemple, moi, qui me surprend beaucoup à chaque fois, c'est que c'est un bon kicker. Mais en revanche, quand il kick, il kick. Et quand il fait de la boxe, il fait de la boxe. Complètement. Et il y a cette espèce de rythme, tu vois, avec Burns qui fait que, finalement, pour l'anticiper, notamment contre... comme un Ousmane, à la fin, il devinait tout, quoi. Bon, après, Burns c'était cramé, tu vois, mais dès que Burns commençait un enchaînement, Ousmane, il voyait ce qui arrivait derrière. Et ça passe pas contre Thompson, quoi. C'est juste pas possible. Donc, j'ai du mal à voir, tu vois, si c'est classique Burns contre classique Thompson, comment ça pourrait évoluer. En revanche, c'est vrai qu'il a les armes, mine de rien, sur le papier. Il y a les low kicks. Les low kicks, ça peut jouer. Il y a l'explosivité. C'est vrai qu'il peut. Alors, en revanche, j'exclus pas du tout ça, hein. Il peut tout à fait surprendre à froid Thompson et le mettre KO au premier round, ça peut arriver. Mais si vous voulez, nous, quand on donne un prono, on essaye de voir la tendance générale, tu vois. On n'essaie pas de prendre les cas comme ça, parce que ça peut arriver dans n'importe quel combat en réalité. Cela dit, c'est arrivé dans ses 3 derniers combats à Burns quand même. 3 il y a eu contre Tyron Woodley, il le met knockdown. Damian Maia, il le met knockdown. Voilà, mais bon, tu vois, c'est des combats. Est-ce qu'ils ont bien vieilli ces combats, tu vois? C'est la question qu'on se pose. Kamaru Usman, il l'a mis knockdown aussi. C'est vrai. Même si après, bien évidemment, tout le déroulé du combat. C'est vrai. Mais bon, moi je trouve que, tu vois, justement, moi c'est justement sa performance contre Kamaru Usman complètement. Qui me fait un peu douter. Parce que là aussi, il avait des armes pour vraiment le gêner, malheureusement. Ouais, exactement. Donc voilà, donc peut-être effectivement, on surestime Thompson. C'est vrai qu'il a 38 ans et il vieillit, il ralentit, et c'est clair que si ça se trouve, c'est le combat de trop pour lui déjà là, tu vois, enfin pas le combat de trop, mais le combat où on va voir, tu vois, la limite, tu vois, le plafond, tu vois, qu'il pourra pas dépasser. C'est une possibilité, moi je l'exclus pas, hein, honnêtement, et si ça arrive, ce serait cool pour Burns, hein, il faut pas, tu vois, ce serait sympa. Après, je trouve que dans l'absolu, Burns, c'est, pour moi, je trouve pas qu'il apporte quelque chose de sensiblement différent de ce qui a été apporté par Luque, par exemple, tu vois. Si ce n'est cette capacité de mettre au sol et de... Exactement. Et le truc, c'est que Thompson, il est dur à mettre au sol, hein, c'est pas facile du tout, et si tu y vas comme ça en première intention... bon courage. Accroche-toi, hein, ça va pas rentrer comme ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'on avait mis plutôt Thompson. Et en plus, Wonderboy Thompson, on se projette un petit peu. Hein. En cas de victoire,
il n'aurait peut-être pas le title shot, mais c'est vrai que c'est un combat où c'est l'un des seuls aujourd'hui, dans les top contenders, seul membre du top 5, si je ne m'abuse, à ne pas avoir affronté Kamaru Usman. Ouais. Et là, ça pourrait être intéressant, en tout cas, dans les 2 premiers rounds. Ouais, parce que bon, après, le truc, c'est que Ousmane, c'est une machine en ce moment. Hein, c'est la réalité, c'est que c'est sa période, quoi. Il est dans son prime, il est parfait, tu vois. Mais après, moi, je suis curieux, encore une fois, parce que c'est une rencontre stylistique qui ne s'est pas vue, tu vois. Et donc, moi, je serais curieux de savoir ce que fera Ousmane, tu vois, pour essayer de débloquer ce casse-tête, justement, qui est très spécifique contre Wonderboy Thompson. C'est pas, tu vois, je suis pas en train de dire, ouais, Wonderboy Thompson va le battre ou un truc comme ça. C'est juste, moi, en fait, pour vous donner le fond de ma pensée, hein, comme on est en live, je vais faire des. On est entre nous. On est entre nous, on est en famille. Je m'en cogne de savoir qui gagne. Hein. Honnêtement, ça va pas m'affecter dans ma vie personnelle et tout. En revanche, moi, ce que je veux voir, c'est des rencontres intéressantes, tu vois. Pour après voir comment le sport il évolue, ce qui s'ajoute comme arme et tout. Parce que revoir 36 000 fois la même opposition, bah moi, je change de sport, tu vois, je regarde plus le même truc. L'avantage avec le MMA, c'est que justement, c'est tellement varié. Il y a tellement d'armes différentes que. Et qu'on peut voir des combats différents aussi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est jamais la même opposition, tu vois. Et c'est pour ça que Ousmane, il a déjà battu tout le monde dans la catégorie. Donc, c'est pour ça, moi, je te dis, il reste Thompson. Mais et c'est pour ça, quoi. Mon cher Polydomso, moi, personnellement, si Burns venait à battre Wonderboy, hors bien évidemment explosion athlétique, ça m'intéresserait de voir la revanche Burns-Ousmane avec un Burns justement différent. Ouais. Mais ça m'intéresse un peu moins. Tu vois, genre, très honnêtement. Bah, merci. Bon, allez, Ben, prochaine question. Alors, déjà, sur Wonderboy, vous avez répondu à peu près à tout ce que le chat posait. Et bah voilà. Mais par contre, en cas de victoire, du coup, si c'est pas contre Ousmane, vu que tu as dit qu'il aurait pas de title shot. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il 4e du classement Wonderboy. Là, non, c'est vrai que c'est très très compliqué, mine de rien. C'est chaud, hein. Ouais, c'est très très chaud. Ça fait partie de ces mecs où, à part attendre... il attend. Ouais. Non, mais c'est terrible parce que, en vrai... Leon Edwards, Wonderboy. Ouais, je pense que c'est ça qui va se passer en plus. Ouais. Malheureusement, compte tenu de la dernière performance d'Edwards, c'est super injuste, hein, parce que Edwards, il a balayé le combat, mais bon, il y a eu ce moment de... genre vraiment de frisson, tu vois, contre Ned Diaz à la fin. Et en réalité, le match, il m'intrigue. Hein. Moi, je m'intéresse à fond, hein, Edwards, Wonderboy. Mais ce qui est terrible, c'est que je pense qu'aucun des deux n'a le title shot après cette victoire. T'imagines ? Mais je pense. Parce que là, Ousmane, il parle de Ned Diaz. Bon. Mais après, une fois qu'il a battu Ned Diaz, qu'est-ce qu'il va... Ouais. Conor McGregor, bah oui. Mais il y a aussi Colby Covington, mine de rien. Oui, c'est vrai. Qui est dans le pipeline. On a tendance à l'oublier. Et sachant que, en plus, Dana White, donc grande nouvelle Dana White, lors d'une interview avec UFC Arabia, a confirmé que Colby Covington contre Kamaru Usman devrait arriver avant la fin d'année. Bon, moi, franchement, si je te donne le fond de ma pensée, Ousmane, je t'adore, mais s'il te plaît, pas Ned Diaz, quoi. Enfin, je veux dire, tu dégages ce combat. Je sais que tu veux te faire des brousoufs. Oui. Je t'en veux pas, hein, je comprends, c'est le nerf de la guerre, mais honnêtement. Surtout qu'il a déjà eu droit à ce combat-là avec Jorge Masvidal. 2 fois, s'il te plaît, donc non. Oui, faut attendons un petit peu. Question suivante, ou on peut faire le reste de la carte, peut-être ? Il y avait une petite question sur Burns. Sur Burns. Est-ce que en cas de défaite, il peut cutter pour passer en lightweight. Oui, il était en lightweight à la base, Gilbert Burns. Là, c'est vrai qu'il a un run assez intéressant chez les welter. Retour en lightweight, personnellement, je pense que ce serait très chaud. J'aime pas trop les yo-yo comme ça. Généralement, quand ça se fait, les combattants, c'est pas top. Hein. Généralement, je pense que, même si je suis pas ultra convaincu par le Burns welterweight, étonnamment, hein, parce que il est allé plus loin en welterweight qu'en lightweight, mais pour moi c'est faussé parce qu'en fait en lightweight la compétition est plus extrême qu'en welterweight. Exactement. Donc certes il a eu et aussi c'est parce que il est allé plus loin parce qu'il a accepté de certains trucs, c'est tout à son honneur d'ailleurs, mais il a pris des combats dans des conditions très gros risques. C'est clair, il a pris énormément de risques, donc c'est pour ça qu'il est allé très haut très vite en fait. Mais en réalité non, faut qu'il reste en welterweight. Honnêtement. Il y a plein de gens, il y a des combats super intéressants. Il peut combattre. Qui est ça ? Il va combattre là contre. Qui est ça va combattre bientôt. Un combat assez intéressant d'ailleurs. On va regarder tout ça très rapidement. Mais oui, et puis surtout, quitter une catégorie qui est quand même assez dense pour peut-être la catégorie la plus bouchée de l'UFC. C'est clair. C'est-à-dire, ses chances de titre, à mon avis, sont moindres en lightweight qu'en welterweight. Hein. Ça, je pense. Hein. Ouais. Complètement. Alors, Michael Chiesa, qui lui sort d'une belle victoire face à Neil Magny, classé 6ème de la catégorie, qui est
bon, on va dire, mine de rien, qui se rapproche lentement, mais sûrement du combat pour le titre. En tout cas, Kamaru Usman en avait parlé. Et donc, Michael Chiesa, ah oui, voilà, contre Vicente Luque. Ouais, c'est ça. Exactement. Qui devait être prévu pour l'UFC 265, je crois. C'est intéressant, il y a du mouvement. Et puis il y a le retour de Khamzat. Exactement. Contre Li Jingliang, qui est un combat qui, à mon sens, est très intéressant. Alors aussi. Oui, Polydomso avait quelque chose à dire. On n'en a pas parlé dans les podcasts, bien évidemment, du retour de Khamzat Chimaev. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, alors, ça va être le petit moment où je bitch un peu sur Khamzat, mais je dis ça pour rire parce que ça me fait marrer. C'est juste le moment où il est passé en mode avion quand Luke Rockhold a proposé le combat, tu vois. C'était assez intéressant parce qu'il a cherché Khabib, qui est de la team EKA. Il y a eu Alors c'est vrai que c'est passé un peu à côté parce que c'était traité surtout par des médias russophones. Ouais. Exactement, russophones. Mais il y a eu quand même des allers-retours entre la team et il a vraiment cherché à tout prix ce combat. Bon, c'était pas possible parce que Khabib lui a retiré. Et ce qui est assez particulier parce que il a été vu en sparring justement au Team Makhachev. Non, oh là. L'endroit où à l'UFC Performance Institute a s'entraîné avec Ousmane Nurmagomedov et Oumar Nurmagomedov. Mais bon, je sais pas. Non, mais après, c'est peut-être. Je dis pas qu'il y a du bad blood entre les deux. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste un combat qu'il voulait en fait. Et donc il y a eu une réponse d'Ekea, du berger à la bergère, et donc c'était Rockhold et là. Plus personne. Bon, je dis ça, c'est pour rire. Luke Rockhold en middleweight. En middleweight, voilà. Et Rockhold avait accepté. C'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani en 3 rounds ou en 5 rounds. Ouais. Bon, ça c'est pas fait, et du coup il va contre Li Jingliang. Li Jingliang qui est resté sur la victoire contre Santiago Ponzinibbio. Par KO au premier round. C'était le retour, c'était terrible pour Santiago Ponzinibbio. C'était quoi? Il était sur 6 ou 7 victoires consécutives, 2 ans d'absence. Ouais, 2 ans d'absence et il se fait mettre KO. Mais c'était plus le même Santiago Ponzinibbio. Et depuis Santiago, il a un super combat là contre un jeune qui est très talentueux, mais j'ai oublié son nom, mais c'était un pur combat, c'était de la folie ce combat. C'était combat de la soirée, je me souviens, le bonus, retour avec la victoire, décision partagée d'ailleurs si je ne m'abuse. Ouais, mais c'était ouf. Et il y avait plusieurs knockdowns, je me souviens, enfin c'était un truc incroyable. Et là, Li Jingliang, moi je trouve ça super intéressant. Bon, alors après, Khamzat peut tout à fait lui rouler dessus avec sa lutte, parce que c'est vrai que Li Jingliang, c'est pas un... Miguel Baeza. Retenez ce nom parce que je pense qu'il va faire des trucs, ce mec là, il est bon quoi. Et donc du coup Li Jingliang, je pense que je pense pas qu'il soit imperméable face à la lutte de Khamzat. Ouais. Je voudrais pas écorcher le nom, excusez-moi. Et donc ça peut très bien se régler comme ça s'est réglé avec les derniers combats de Khamzat où finalement il a complètement écrasé son adversaire. Mais moi j'aime bien Li Jingliang parce que c'est un pressure fighter. Déjà il a un menton, c'est même pas un menton, c'est quasiment impossible de le mettre KO ce mec. Il a une bonne technique en pression debout, il est vraiment dangereux et il faut surtout pas le sous-estimer parce qu'en plus il frappe fort. Donc tout ça c'est intéressant et au-delà de ça, il y a un truc qui me plaît avec Li Jingliang, ça me plaît, mais c'est un plaisir un peu pervers, c'est que c'est quand même un énorme tricheur. Et donc, dans chacun de ses combats, c'est soit il accroche la cage, soit il met des doigts dans les yeux et tout. Enfin, tout pour la victoire. Li Jingliang, c'est tout pour la victoire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas trop médiatisé, alors que l'UFC cherche à tout prix à se faire une place en Chine, et il est assez connu en Chine quand même. Complètement. Mais c'est pas un combat, tu vois, un combattant que tu mets trop en avant justement pour toutes ces raisons-là, tu vois. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien cette philosophie, tu vois, de combattant genre ultra pragmatique et tout, ça me fait marrer. Donc je serais curieux de savoir ce que ça donne. Un mec comme Li Jingliang qui à mon avis n'a peur de personne. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y aura pas du tout d'appréhension. Voilà, lui pour le coup on parlait d'aura et tout ça. Li Jingliang, je pense que c'est un mec qui s'en tape mais d'une force absolue. Tu vois, il a pris Santiago Ponzinibbio. C'est clair. C'est pas un mec qui est émotif à ce niveau-là, tu vois. Et donc du coup je pense que je serais très intéressé par cette rencontre. Mr. Ben. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est jusqu'à quand vous faites le live? Est-ce que vous livez jusqu'à... Oh non. Jusqu'au main event et jusqu'à demain matin? Non, là on reste encore quelques minutes, ensuite on va vaquer à nos occupations c'était un peu le début de la carte. Exactement. C'est un test. C'est un test avec bien évidemment notre monsieur à la régie Ben qui s'est occupé de tout le setup. Donc si c'est le moment si vous Merci à Ben, si vous trouvez que c'est très clean de remercier Ben parce que entre l'habillage, tout, franchement, on lui doit une fière chandelle. Et ouais, donc c'était un premier test. Et si ça vous plaît, on recommencera, on réitérera l'expérience avec plaisir. Oui. Alors, on a une question qui revient beaucoup, mais qui n'est pas trop en rapport avec l'event. Donc, je ne sais pas si vous voulez la prendre quand même. Allez, let's go. C'est surtout sur Ousmane.
qui pour le contrer, et combien il va lui falloir encore de défense de titre avant de prendre sa retraite, parce que... c'est deux questions différentes, hein, déjà. Ça, moi, je pense Ousmane, là, en ce moment... Mais si, parce que bon, il y a Covington qui vient, quand même. J'y crois pas trop. Toi, t'y crois pas. Il y a plein de gens qui n'y croient pas non plus, mais moi, je pense que ça... Premier combat, c'était du 50-50, hein, honnêtement. C'est-à-dire, dans une soirée, une réalité alternative, si tu veux, il lui casse pas la mâchoire. Alors, je dis pas que c'est... Tu vois, parce que quand on dit ça, les gens vont dire oui, vous lui trouvez des excuses. Non, il s'est fait péter la mâchoire parce qu'il a pris un coup, donc il a perdu le combat dans les règles. Hein. Je reviens pas là-dessus du tout, mais c'est vrai que ça, c'est l'effet de combat, les blessures que tu prends. Je te dis, un autre soir, tu vas pas te faire mal. C'est comme les combattants qui se pètent la main et tout. C'est comme ça arrive, tu vois. Donc c'était un combat qui était âprement disputé. Je pense qu'il y a deux rounds au moment arrivé en fait au 5e round. Bon, au 5e round, en revanche, c'est full Ousmane. Donc pour moi, c'est un combat. Pareil, c'est un combat, à mon avis, je pense que ça va être beaucoup plus disputé que le combat qu'on a eu contre Masvidal. Hein. Je pense. Après, qui pour le contrer ? Honnêtement, tu vois, il y a du coup Covington. Wonderboy, si Wonderboy bat vraiment Burns de manière claire et nette. Leon Edwards aussi, je trouve ça intéressant. Même s'il y a déjà eu un combat entre eux et que du coup, Leon Edwards n'avait pas fait grand chose de mémoire. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. C'était il y a un petit moment aussi. Exactement. Et Leon Edwards a beaucoup progressé depuis. Bon, Ousmane aussi, hein, d'ailleurs. Mais donc, non, il y a des combats, il ne faut jamais en fait dire. Dans ce sport, faut jamais dire ouais, lui il est bon pour 10 ans, quoi. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Regardez Georges Saint-Pierre, personne n'avait pensé qu'il allait perdre contre Matt Serra, tu vois. Complètement. Donc tout peut arriver. Ça peut arriver contre un mec dont tu mettrais pas un copec sur lui et il surprend tout le monde. Ça peut arriver contre un gars qu'on n'avait pas vu venir mais qui avait les bons outils en termes de match-up pour le mettre en difficulté. Et puis il y a des mecs, Cody Garbrandt, quand il gagne le team contre Dominique Cruz. Oui, alors inattendu, le mec te sort le game plan tu vois, des enfers, il le tient, il s'y tient. Puis ensuite il le refait plus jamais. Donc tu vois, faut jamais dire non mais lui c'est bon, il gagnera. La seule façon, tu vois, pour être sûr que Ousmane sorte invaincu, c'est qu'il batte la Covington et qu'il parte en retraite. Complètement. Et là pour le coup c'est sûr qu'il est invaincu, tu vois. C'est ça. C'est tout, tu vois. Mais sinon, il y a toujours des nouveaux mecs qui arrivent. Ouais, il y a toujours. Et puis les mecs peuvent faire des ajustements. Cerudo, Dimitrius Johnson. C'est aussi un truc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur d'être le champion et de défendre. C'est que en réalité, t'es sous les feux des projecteurs. Tout le monde disait Georges Saint-Pierre. Tout le monde t'étudie. Quand tu fais, en plus tu fais des combats en synchrone, donc tu passes beaucoup plus de temps dans la cage. Donc tout le monde est en train de se creuser la soupière, tu vois, pour savoir comment on va lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que quand t'es juste un challenger, à la limite, on se dit bon, ça c'est un problème, on verra pour plus tard. L'attention elle est focus sur le champion. Donc il y a plein de choses qui peuvent se dérouler. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et en plus de ça, il faut bien comprendre qu'il y a un mécanisme qui se met en place depuis quelques années, qui est que le champion défend une fois par an, alors que les challengers peuvent combattre 3 fois par an. Et du coup, ils arrivent, et pour peu qu'ils soient affûtés, même un mec qui est moins bon, juste par le simple fait qu'il ait une activité supérieure, il peut surprendre, il peut désarçonner le champion. Donc moi, je te dis, je ne suis pas catégorique là-dessus du tout. À plus forte raison dans une catégorie où c'est welterweight, il y a plein de monde, il y a plein de gens qui arrivent. Donc pour le coup, ça je peux pas garantir. Après, la retraite, c'est à la guise d'Ousmane. De Kamaru Ousmane. Je pense Ousmane, 34 ans. À mon avis, il y pense, parce que s'il commence déjà à dire je veux le combat contre Ned Diaz et tout, c'est qu'à mon avis... Il a avis, changé d'approche. Et à mon avis, il se dit bon, j'en ai chié. En même temps, on peut pas le blâmer, il a battu tout le monde dans la catégorie. Donc il a le droit. Il est allé chercher son title shot comme rarement. Hardier, puis Demian Maia. Ouais, non, c'est clair. Non, attends, il n'y a pas de... Il va encore nous couper, Ben. Non, mais du coup, par rapport à ce que vous dites, parce que ça, on le demande aussi dans le chat, mais du coup, vu qu'il domine tellement la catégorie, est-ce que, justement, aller chercher le challenge et de passer, monter oui, il commence à en parler. Dans une autre catégorie, monter ou descendre, je sais pas, après... monter, descendre, oui, s'il s'arrache une jambe. Ouais, probablement. C'est quand même compliqué. Comme j'aime. Mais monter, monter serait intéressant. Après... je sais pas s'il a J'aimerais voir contre Taker. La structure physique, tu vois, ils sont quand même énormes en middleweight. Il fait la même taille que Robert Whittaker. Et il a pas le même style du tout. Ouais. Mais ça, ce serait un super combat. Alors là, pour le coup, je signe tout de suite. Oui, moi j'ai envie de le voir, ce combat-là. Ce serait très dur. Très très dur. Je pense en termes de challenge, là, pour le coup, extrêmement difficile. Whittaker, ancien welterweight, d'ailleurs. Ouais, mais Whittaker, c'est surtout le meilleur anti-lutteur que la catégorie middleweight ait jamais connu. Pour le coup...
Il n'y a personne qui lui arrive même à la cheville, je pense. Donc, c'est clair. Bah, on parle quand même d'un mec qui a fait 2 combats contre Yoel Romero et qui a gagné les 2 combats. Et qui a stoppé Souza quand Souza personne ne voulait l'affronter. Ouais. Donc non, ouais, là, ce serait ouf. Ce serait ouf. Et est-ce qu'il serait capable d'aller chercher la ceinture d'Adesanya? Non, il l'a dit. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ils sont sauce. Exactement. Ils sont potes, donc il a dit il est prêt à monter en middleweight, mais bien évidemment, si jamais Adesanya perdait sa ceinture, il l'avait dit avant Vettori, là il l'a répété. Donc voilà, si Adesanya reste champion, il n'y aura jamais ce combat, mais si Adesanya venait à perdre sa ceinture, pourquoi pas? C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez classique, de toute façon. Ça arrive souvent, il y avait la même, pour ceux qui se souviennent, les vieux de la vieille, c'était Machida qui avait fait sa carrière en light heavyweight et qui aurait pu descendre en middleweight depuis un moment. Et il l'a pas fait tant que Anderson Silva était champion de middleweight. Donc voilà. Alors pour répondre à ta question, les gens ils sont hyper hypés, ils sont contents, super expérience, ils se régalent. Oh là là, ça fait plaisir. On a fait une pointe à 300, c'est un peu redescendu. C'est un peu redescendu. Donc si vous pouvez inviter un peu, envoyer des tweets. Ben s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Objectif, la maison à Marbella pour Rust. N'oubliez jamais ça. Ouais. J'ai une question personnelle de Byron qui me demande d'où je viens. Ah. Il a dû entendre un peu l'accent. Marseille, tu le sais. Du coup, il y a beaucoup de questions. En fait, ça part dans tous les sens le chat, mais il y a un nom qui revient beaucoup aussi. C'est O'Malley. Sean O'Malley. En ouverture de carte. Hype de ouf sur le chat. Alors, bon bah les gars, on va... Vous êtes hypé ou aussi? Alors on va parler... Déjà j'ai vu la tête de son adversaire du coup, parce que j'avais Chris Moutinho. Alors là, on dirait un doppelganger de Sean O'Malley. Les coiffures, pardon, c'est magnifique. Ouais. Bon, Sean O'Malley, alors oui, une hype assez énorme, mais pour ma part, là, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie que Sean O'Malley affronte à nouveau quelqu'un qui soit crédible sportivement. Parce que là, vraiment, l'UFC, qui lui mettent un mec qui s'appelle Chris Moutinho, j'ai infiniment de respect pour lui parce qu'il a accepté le combat contre Sean O'Malley en short notice, même si, même en cas de défaite, il restera à l'UFC, il aura ensuite 2-3 combats, mais c'est quelqu'un qui n'est pas à l'UFC, qui a une semaine pour se préparer à Sean O'Malley, qui a un bilan de 9-4 en carrière dans des organisations qui ne sont pas le Bellator, qui ne sont pas exactement. Bon, là, clairement, c'est un combat pour nourrir un petit peu la playlist de highlight de Sean O'Malley, donc sauf énorme accident, il devrait s'imposer par KO. C'est vrai que Sean O'Malley, passé le combat contre finalement Chito Vera, il a un peu le traitement MVP, quoi. Et ça c'est regrettable. C'est regrettable parce que moi je pense qu'il a le niveau et il doit monter en puissance. Et comment tu l'expliques, toi, finalement? Je sais pas. Parce que c'est vrai que je suis pas derrière dans les tractations et tout. Peut-être il y a des combats qu'il aurait pu prendre qu'il a pas pris. On sait, parce que tu vois, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les infos, donc on va pas s'avancer. On peut pas directement être catégorique, dire il accepte pas les trucs. T'en sais rien. Non, mais dans le sens pas accepté, mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC, contrairement au Bellator, Bellator par exemple avec Michael Venom-Page qui a mis énormément de temps à affronter quelqu'un où sportivement il y avait vraiment un challenge, jusqu'au on va dire au tournoi welterweight où il a affronté Paul Daly. Oui, Paul Daly. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Contre Paul Daly. Là, Sean O'Malley, à chaque fois, l'UFC, dès qu'ils ont un mec qui a un petit prospect ou qui est intéressant, ils lui présentent un vrai test. Là, on se dit, ça fait quoi, je crois, maintenant 5 ans peut-être qu'il est à l'UFC. Il y a eu Chito Vera. C'est tout. Ce qui est particulier. Chaud, hein. Mais moi, après Chito Vera, c'était dur parce que c'est il est très très bon. Donc, il y a eu une montée en gamme là, qui a été... abrupte. Ouais, exactement. Et donc là, je pense qu'ils essaient de le reconsolider un petit peu. C'est pour ça qu'ils l'ont mis contre, du coup, le dernier gars qu'il a battu. C'était... oui. Almeida, Thomas Almeida. Ouais. Et là, du coup, Chris Moutinho, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte ce combat. Non, clairement pas. Ça va faire un beau highlight et voilà. Mais d'ailleurs, Thomas Almeida, par exemple, moi, je me souviens du main event contre Cody Garbrandt. À l'époque, les deux mecs sont invaincus. Almeida qu'enchaînait les KO. De l'autre côté, Cody Garbrandt, exactement la même chose. Sur le papier, vous vous dites quand même, il y a un mec qui représente un petit peu tous les hispanos. De l'autre, t'as quand même le futur probable poster boy de la catégorie, en tout cas pour les Américains. C'était ouf. Et l'UFC, les mecs aussi jeunes, allaient affronter. Ça, c'était une autre époque. C'était encore 2015. Fertitta Brover. C'était pas la même chose. C'était pas WIMG. Je pense qu'il y a eu... il y a un changement de stratégie en fait. C'est vrai que l'UFC à l'époque des Fertitta, donc préalablement à l'acquisition par WMG, ils avaient un traitement des prospects qui était marche ou crève, honnêtement. Et c'était ça qu'on aimait à l'UFC. Tu voyais des trucs assez ouf. Tu regardes
pareil, pour ceux qui se souviennent de cette période, je crois que le premier combat de Ramo Thierry Sukuju, qui avait une bonne hype, c'était contre Lyoto Machida. Deux énormes prospects. Tu vois, qui était champion du KSW, je crois. Non, c'était avant. Mais en fait, il avait 3 combats, et sur ces 3 premiers combats, il avait rencontré Rogerio Nogueira et... le gars qui avait battu, enfin qui avait pas battu, mais qui avait rencontré Fedor dans les tout premiers combats de Fedor au Rings, un Brésilien qui était très très connu, j'ai oublié son nom, Ricardo Arona. Ricardo Arona. Il a mis KO coup sur coup ces deux mecs là, donc ça lui avait, t'imagines les 3 premiers combats, tu mets KO des gars comme ça, tu vois, c'est assez hallucinant. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas la... Et en fait le tournant, je pense, il a été pris avec Conor McGregor. Conor McGregor, c'est un des premiers gars. Ou sans non plus, bon j'exagère pas parce qu'il s'est quand même tapé Mendes en short notice et tout. Pour le titre intérimaire, cela dit. Pour le titre intérimaire, mais quand même fallait le faire, parce que c'était pas facile pour lui. Mais en revanche, tous les combats qui précèdent Mendes, même s'il s'est avéré que c'était des bons combattants, parce qu'il y a eu Holloway, il y a eu Poirier. Non, mais ils l'ont amené jusqu'au titre. Tu vois, c'était progressif et en plus, c'était stylistiquement des trucs qui rentraient assez bien tu vois, dans son truc. Donc, c'est la première fois où il faisait ça. Parce que, mais pareil, Anthony Pettis, son premier combat à l'UFC, ils le mettent contre Clay Guida, un lutteur, et il perd, tu vois. Complètement. C'est comme ça. Donc, c'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus, ils veulent. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une chronologie. C'est-à-dire, quand ils ont vendu l'UFC à WMG, il y avait eu cette espèce de folie furieuse avec Conor McGregor et Ronda Rousey. C'était la même année en fait. C'était énorme. C'était de la folie. Donc, et Brock Lesnar qui revient aussi. Et Brock Lesnar pour l'UFC 200, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'ils ont assuré la vente. Derrière, Conor McGregor qui se barre à la boxe, Ronda Rousey qui perd et Brock Lesnar qui combat plus. Et John Jones qui pop plus vite que son nom. Et ouais, John Jones qui enchaîne les trucs. Et là, WMG, ils veulent un retour sur investissement. C'est normal. Donc ils ont essayé plein de trucs. Les gars, au niveau de la chrono, c'était marrant. Il y a eu Sage Northcutt qu'ils ont essayé de nous refourguer. Paige VanZant. Ils cherchent. Et puis ils ont essayé mine de rien de pousser Darren Till. Ils essayent toujours. Aussi, exactement. Il y en a eu plein comme ça. Des gens comme ça. Ils ont finalement, le problème c'est qu'il suffit. Comme quoi, tu vois, Conor McGregor, c'est pas seulement de l'hype. Tu vois, il y avait quelque chose d'autre derrière parce qu'il a assuré quand il fallait assurer, tu vois. Et ils ont essayé qu'à un cas, tu vois, de recréer des stars locales. Parce que finalement, tu vois, il y en a eu d'autres, des mecs qui ont finalement explosé sous l'ère IMG, WMG, Khabib notamment. Jorge Masvidal aussi, mais Adesanya, tu vois, mais là vraiment tu sais le All American, tu vois, c'est ça qu'ils essayent de recréer depuis un moment. Et Sean O'Malley c'est un peu le truc, c'est juste qu'ils ont un peu peur parce que Chito Vera, je pense que les mecs s'étaient dit il va gagner contre Chito Vera. Donc pour l'instant assez compliqué en tout cas pour Sean O'Malley, mais la hype reste là et rassurez-vous, sauf énorme accident, il y aura un highlight. En parlant de highlight, il n'y a pas que la main card, il y a un combat. Il y en a 2, moi je trouve en prélims. Il y a une petite question. Il y avait juste un petit truc encore sur O'Malley, justement par rapport à ce que disait Polydomso, qui a vraiment fait le rapprochement. Est-ce que O'Malley, on peut voir un futur Conor McGregor à ce point-là Je pense que le train est passé pour moi. Je pense que le train est passé et deux, le gros problème, c'est la catégorie bantamweight. En fait. Elle est très compétitive. Là, on est dans 2 en ce moment. En ce moment. Dans 2 semaines, il y a quand même Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw qui vont s'affronter. Il y a aussi à l'UFC 265 José Aldo contre quelqu'un quelqu'un qui a perdu il n'y a pas très longtemps contre Pedro Munoz. Il y a énormément de monde dans cette catégorie en fait tout simplement et donc c'est pour ça que je pense que pour Sean O'Malley, à moins de réussir à se faufiler jusqu'au titre, ça va être très compliqué parce qu'il y a trop de monde qui mérite le title shot. En plus, Sean O'Malley, il est vraiment passé à côté parce qu'il a été suspendu pendant un moment. Exactement. Et je pense que c'était... il a perdu. Mais il aurait pu, je pense, parce qu'il avait... les rapprochements étaient faits entre les deux. Ils avaient un style un peu semblable et tout. Il y a des similitudes. Mais là, maintenant, je me range de l'avis de Guillaume. Je pense que c'est un peu compliqué, là, en ce moment. On va regarder juste brièvement le classement de la catégorie Bantam, parce que pour vous dire, c'est pas que nous sommes des haters. Donc, le champion, bien évidemment, Aljamain Sterling, qui doit défendre sa ceinture contre Yann en octobre, a priori. Deuxième, Cory Sandhagen. Donc, Cory Sandhagen qui affronte le 24 juillet prochain en main event TJ Dillashaw, le revenant ancien champion, vu par de nombreuses personnes comme l'un des meilleurs bantamweight de tous les temps, et qui là vise le titre bien évidemment, donc avait perdu sa ceinture après un contrôle antidopage positif à l'EPO, et donc suspendu tout simplement 2 ans. Donc troisième, Rob Font, qui sort d'une belle victoire face à Cody Garbrandt. On l'oublie complètement. C'est vrai que
4e, José Aldo. Il a battu Moraes aussi. Exact. Oui, KO, il a battu Moraes par KO. Oui, ouais. c'est vrai que ça commence à devenir très sérieux. José Aldo, donc 4e, qui sort d'une victoire contre Vera, justement. 5e, Cody Garbrandt. 6e, Marlon Moraes. C'est terrible, Marlon Moraes, ce qui s'est passé pour lui. Mais il a enchaîné des combats trop rapidement, je pense, très honnêtement. Le fait qu'il ait perdu contre Sandhagen et qu'il ait pris directement quelques mois après. Il a perdu par KO en plus contre Sandhagen. Quelques mois après qu'il prenait le combat contre Rob Font, je pense que c'était une erreur. Honnêtement, il aurait dû attendre, il aurait dû prendre le temps de revenir. 7e, Frankie Edgar. 8e, Pedro Munoz. 9e, Dominique Cruz. 10e, Merab Dvalishvili. 11e, Raphaël Assunção au 11e. Bon, là, ça commence, mine de rien. Et je crois qu'il a plus de 35 ans. C'était horrible. Ouais, non, attends, il se faisait stopper. En gros, il avait 5 victoires consécutives. On va te mettre TJ Dillashaw. Ouais, c'est ça. Ensuite, pof, on va. Donc, non, mais Assunção, vous regardez son bilan. Avec, je pense, avec Rafael Dos Anjos, c'est des mecs qui ont eu la pire carrière qui soit à l'UFC. Regardez tous les noms qu'ils ont rencontrés, c'est délirant. Terrible. Délirant. 12e, Jimmy Rivera. 13e, Marlon Vera. 14e, Cody Stamann. 15e, Kyler Phillips. Mais pour le coup, tu vois, Sean O'Malley contre Cody Stamann, moi j'aimerais bien voir ce combat-là. Ah mais c'est dur, hein, alors là c'est un énorme test, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que ce serait cool. Mais moi, parce que pour le coup, il pourrait cocher cette question parce qu'on l'a vu, mine de rien, Sean O'Malley, quelques petits problèmes avec les lutteurs. Là, avec quelqu'un, mine de rien, un boxeur-lutteur qui pose des problèmes, qui cut énormément aussi. C'est un plot, le mec. Exactement. Mais tu vois, ce serait une étape, parce que bien évidemment, aujourd'hui, Cody Stamann, il ne va jamais être champion, mais ça reste vraiment une étape à passer. Il va jamais être champion, mais quand tu regardes les mecs qu'il a combattus, pareil, Cody Stamann, à chaque fois, c'est des matchs difficiles. Hein. Il a perdu contre Aljamain Sterling, mais le combat était ouf. Ouais. Hein, contre Jimmy Rivera aussi, c'était une guerre. Ah oui, non, mais ça n'arrête pas, le gars, il n'arrête pas. Quoi. Ouais. Donc, même contre. C'était Song Yadong, où c'était en split complètement. Je sais plus. Bref, donc oui, ça c'est un beau combat. Je signe aussi. Allez, et parfait. Podomso et Guillaume, matchmaker de l'UFC. Mon cher Ben. Alors, je suis désolé, c'est encore Louis Takeshi. Ouais, vas-y, il n'y a pas à être désolé. Non, mais le pauvre, il a spammé 3-4 fois la question. Ouais, donc, alors, on l'écoute. On y va. Alors, il te demande pour Carlos Condit. Carlos Condit. Oui. S'il gagne une 3e victoire d'affilée depuis son retour, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Est-ce que c'est juste une fin de carrière ou il peut faire un run? Non, je pense pas. Honnêtement. Un dernier run, non. Non, ce serait une autre catégorie, je dirais pourquoi pas, mais en welterweight, il y a trop de tueurs, quoi. Lui, par exemple, il voit bien combat contre Nick Diaz. Ah, mais il l'aura. Surtout... le rematch, oui, ils en pensent, ils en parlent un petit peu. Non, surtout que le problème, c'est que là, Nick Diaz, ça a été officialisé. Ah oui, non, c'est contre Robbie Lawler. Ah, mais après, si Nick Diaz revient. Logiquement, moi je me dis ça aurait été bien potentiellement pour un combat de retour, mais là cette case un petit peu vétéran qui s'affronte est déjà cochée contre Robbie Lawler, donc si Nick Diaz venait à l'emporter, je pense que l'UFC irait se projeter un petit peu plus, parce que là il va être quand même main event de l'UFC 266 à Las Vegas pour son retour face à Robbie Lawler, donc rendez-vous compte, ce combat-là est main event d'un pay-per-view, donc je pense Robbie Lawler il est sur une série de défaites en plus. 4 défaites consécutives pour Robbie Lawler, donc je pense que vraiment en cas de victoire, Nick Diaz c'est pas un Carlos Condit, c'est il le met direct contre un Masvidal ou contre quelqu'un qui va leur permettre d'avoir justement un main event en pay-per-view. C'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que sur les derniers combats, mais encore une fois, faut voir les mecs qu'il a battus. Tu vois. Exactement. Il est pas en train d'affronter les Vincente Luque, les tueurs, les jeunes tueurs, quoi. C'est Matt Brandt, des gars comme ça. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs ce que fait l'UFC avec Carlos Condit, justement. Moi, si vous voulez, j'ai aucun problème avec ce traitement-là. Hein. C'est-à-dire, il y a des combats, on veut les voir, pas parce qu'ils sont compétitifs, mais parce qu'ils sont beaux. Mais je veux dire, moi, je préfère ça. Je préfère ça plutôt que, tu vois, jeter en pâture ta vieille légende à des jeunes. BJ Penn ou Diego Sanchez. Ouais, exactement. C'est vrai que ça, c'est plus dur comme traitement. Ouais. Mr. Ben? Ah, pardon. J'étais justement en train de lire. Il y a beaucoup de commentaires sur Pereira. Et voilà, et donc on voulait en parler justement, parce qu'on était, il n'y a pas que la main card, donc avant d'être coupé, par les nombreuses questions du chat, en tout cas on vous remercie énormément, il y a Nico Price contre Michel Pereira. 2 des hommes les plus fous du roster vont s'affronter, donc et je crois main event des préliminaires sur ESPN, c'est pour ça que ce n'est pas sur la carte principale, parce que bien évidemment ESPN, plus gros diffuseur et plus grosse chaîne de sport aux États-Unis, donc c'est eux qui ont les droits pour la carte préliminaire, donc forcément il faut un combat qui soit attrayant. Donc quand je dis attrayant, ça va pas être Aldana contre Kunitskaya, ça va être Price contre Michel Pereira. Alors, tu l'as dit, c'est les 2 mecs les plus fous de la KT.
Michel Pereira, c'est le mec qui se tire une balle dans le pied avant chaque combat parce qu'il fait des... D'ailleurs, là, lors de la pesée, il a failli se vautrer tout simplement en tentant un salto arrière. Non, mais voilà, on vous a planté le personnage. C'est le mec qui rate sa pesée. Donc, à mon avis, il est complètement à l'ouest et tout. Il arrive dans l'octogone et sur les premières minutes, il commence à faire des mouvements de breakdance et tout, ce qui est l'équivalent de faire du cardio pendant 15 secondes. Contre un lightweight, oui, je me souviens. Et puis après, il est cramé à la fin du premier round. J'étais mort de rire. Et il m'a beaucoup fait rigoler sur ce combat. Mais depuis son dernier combat, complètement, il s'est un peu discipliné, je trouve. C'était contre le The Ox Fighter. J'ai oublié son nom. C'est le mec qui a mis KO Abdulazak Al-Hassan. J'ai oublié le nom, excusez-moi, il y a tellement de combattants. Mais du coup, il a pris le combat, il l'a fait sérieux, quoi. Il n'a pas fait de folie. Il a vraiment contrôlé le combat de A jusqu'à Z. Enfin, de ma mémoire, peut-être que c'était... Je pense que c'était disputé, mais disons qu'il n'a pas pris de risque, c'est ça que je voulais dire. Kalen Williams, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il il était vraiment en contrôle sur ce combat-là. Donc voilà, ça c'est Michael Pereira. Donc on sera peut-être un peu déçu ce soir. Il fera peut-être pas, ce sera pas du prime Pereira, parce que c'est marrant quand même. C'est assez étonnant les mecs qui combattent comme ça. Et Nico Price, c'est pas qu'il fait des folies comme ça de son énergie, c'est juste que c'est un mec, c'est vraiment tuer ou être tué, quoi. Exactement. Dès qu'il va trouver une ouverture, il va s'y engouffrer. Et il va pas en fait se projeter après si jamais ça passe pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas forcément un record qui est immaculé tous les deux. Parce qu'ils ont une philosophie qui, à mon avis, ne correspond pas à ce que tu dois faire quand tu veux vraiment, gagner, être dans les clous et tout. Tu vois. Mais pour le coup, c'est super divertissant. Et Nico Price, c'est quand même quelqu'un qui, malgré les dommages qu'il va subir, ne va jamais reculer. C'est clair. C'est complètement fou. Et donc, il sort d'un match nul parce qu'il a eu un point de pénalité face à Donald Cerrone. Avant ça, il avait été stoppé dans son ascension par Vicente Luque. Ouais. Mais Vicente Luque, c'est pareil, c'est un mec. Exactement. Dans la bonne journée, il peut battre tout le monde. D'ailleurs, ce combat-là, c'était horrible. Il y a certains combats, justement, vous voyez à l'UFC où vous êtes. Pour les deux. Le combat le pire comme ça, moi, c'était Luque contre Perry. Ah oui, moi c'était le qui arrivait récemment, Brad Riddle contre. Les noms, c'était. Contre Drew Dober. Ouais, Brad Riddle contre Drew Dober. Ouais, c'est le genre de combat, vous êtes sur les préliminaires, ou je crois, non, début de main card, et. Les deux, vous savez que vous allez avoir une guerre absolue. Et vous l'avez. Et vous l'avez, donc Brad Riddle qui est sorti victorieux. Et pour le coup, dans cette catégorie lightweight, je ne dis pas qu'il va être champion, mais à mon avis, ça va être très compliqué. Regardez, j'ai plus le palmarès en tête, mais il a battu quand même. Il commence à avoir des beaux noms sur son CV. Carrément. Mr. Ben. Plus de questions. Plus de questions. Non, les gens sont un peu calmes là. Je sais pas, ça c'est. Alors les gars, on est quand même sur, je crois, une petite heure de live là. Est-ce qu'on a la durée? Oula, 1h15 même. 1h15 de live. Bon, je pense qu'on a bien. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Après, si vous voulez, j'ai des questions qui n'ont rien à voir avec l'event. Des questions. On va balancer ça. Quand même, petit mot à nos proud sponsors. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 45% sur tout MyProtein avec le code La Sueur. Aussi Venom, vous le savez, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur bien évidemment, et puis Tsume Art, donc à qui on doit The Broly, qui est magnifique ici, le Saitama qu'on a posté sur les réseaux sociaux, la puissance de la boule à Z. Et puis... Ouais, t'as oublié de citer Johnny Sins quand même dans la boule à Z qui dirige. Qui casse tout là. On vous a dit, il a goûté à tout. Non, pardon. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Je vais te coller un procès, mec, pour ça. Pas dans ce sens-là, bien évidemment. Et bien évidemment, si vous voulez, si vous appréciez ce que Polydomso a, vous n'aurez pas autant de flow que Polydomso, mais vous pouvez toujours avoir son t-shirt. Ouais. Donc, c'est difficile. Allez, sur la Sueur Store, c'est là qu'il y a toutes nos fringues, sa casquette, et bien évidemment tout. Alors, on a Ryan Hall en fait. Ah mais oui, mais 150. Oh là, c'est vrai que c'est terrible. Donc beaucoup de questions sur Ryan Hall et sur le grappling en fait pour Polydomso. Comment un grappleur il peut briller à l'UFC en fait. Let's go. Non, mais c'est une question qui est super intéressante parce que je pense que c'est pas intuitif pour les gens qui sont pas formés en fait. Et c'est toujours la même question. Après, le problème, c'est il y a deux choses. Je pense que le grappling peut être ultra excitant à regarder, même pour un mec qui n'y connaît rien. Mais en fait, ça implique de prendre des risques complètement inconsidérés. Et tu le vois, par exemple, au Japon, tu as des mecs comme Masakatsu Imanari ou Shinya Aoki qui ont fait une carrière et
tout le monde les adore, mais ils font des trucs mais de dingue, tu vois. Ils se jettent, ils font des Imanari Roll, ça vient de Masakatsu Imanari, hein. C'est un mec, regardez son bilan, il a 30 victoires, 30 défaites, et je sais pas, 30 victoires par leg lock, j'exagère, hein, mais en gros c'est ça, quoi. Et en fait, ça n'a jamais été un excellent combattant, mais en revanche ultra divertissant. Pareil pour Shinya Aoki, il a été quand même à un niveau un peu plus élevé, tu vois, mais... Allez, poursuivez. Ouais, et donc il a été à un niveau plus élevé, mais en réalité... il prenait des risques, tu vois, il fait des clés de bras volantes et tout. Et le problème, c'est que je pense que les grappleurs, ils sont dans cette dynamique où, tu vois, à l'UFC, tu peux pas trop faire le fou non plus, quoi. T'es obligé d'assurer. Et le problème, au-delà de ça, c'est qu'en réalité, ça, c'est une mentalité des juges. Et je pense que malheureusement, les critères de notation favorisent plutôt ceux qui ont un jeu d'immobilisation au sol et de contrôle que ceux qui vont prendre des risques pour essayer d'installer des triangles, des trucs comme ça. On peut le regretter, mais je pense que c'est un truc qui handicape énormément la starification des grappleurs, parce que du coup ils peuvent pas en fait se donner à fond, tu vois, là-dessus. Les gens par exemple qui sont des knockout artistes, et ben ils savent que s'ils mettent le knockout, ils finissent le combat, ils ont gagné. Donc ils peuvent prendre ce pari, tu vois, je vais essayer de le mettre KO à tout prix. Ils perdent, c'est pas grave, ils peuvent gagner un autre jour. Mais t'as des mecs, ils vont rester sur le dos pendant tout le combat, ils vont tenter plein de trucs de ouf et ils vont perdre le combat. Et pourtant c'était super divertissant, mais ils vont quand même perdre le combat. Donc je pense que c'est pour ça que, à mon avis, on le voit moins. Mais c'est pas impossible. Si tu changes, en fait là pour le coup, il faudrait changer les critères de notation. Et par exemple au Japon, quand tu regardes les combats du Rising, du Dream ou du Pride avant, bah, ils avaient un critère de notation différent. Tu pouvais être sous l'adversaire, être contrôlé en lutte. Si le mec il fait rien dans ta garde, bah, il va perdre le combat. Et toi pourtant tu l'as pas soumis, tu vois. Et c'est pour ça que tu avais des mecs, des Ricardo Arona, des Nogueira, des gens comme ça qui sont devenus des stars. Les frères Nogueira, hein, c'était des mecs qui combattaient sur leur dos et tout, hein. Donc c'est pas une fatalité. Les gens peuvent s'éduquer. Honnêtement, je pense pas que intrinsèquement le grappling soit pas divertissant. Regardez les combats de Mansour Barnaoui, le mec, c'est un des meilleurs grappleurs qui soit, et c'est juste délirant. Enfin, ces combats, ils sont trop kiffants à regarder. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, parce que quand vous voyez un Mansour Barnaoui qui swipe 3 fois de suite Islam Makhachev, bah, les gens ils se disent ah ouais, quand même c'est ouf, tu vois, c'est ouf, t'es un énorme lutteur et il le bazarde comme ça, tu vois. Donc c'est possible, c'est suffisamment spectaculaire en soi. C'est juste qu'à mon avis, il y a une autocensure en fait des grappleurs. D'ailleurs, la plupart des grappleurs qui arrivent à l'UFC, très rapidement, on leur dit c'est bien le grappling, mais essaie quand même de mettre KO tes adversaires. Ouais. Bah, et puis surtout, leur chemin jusqu'à la ceinture n'est pas favorisé. On pense par exemple à l'un des chouchous de la sœur Arman Sarukian qui est arrivé, lui, non mais c'est terrible, sa carrière à l'UFC, il affronte. Pour arriver à l'UFC, premier combat, Islam Makhachev, David Ramos, Olivier Aubin-Mercier. Aubin-Mercier qui est très dangereux. Et là, il est revenu contre un gars sur la Fight Island, il s'est imposé contre lui. Mais bref, c'est aussi ça, c'est l'UFC, forcément, à chaque fois. Vous allez voir des petits tweets de 15 secondes, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en avant un grappleur d'exception. Après, tu vois, le mec là qui a fait la dinguerie, là, j'ai oublié son nom, là, qui a fait l'espèce de pirouette de capoeira là, pour sortir de... Oui, complètement, c'était complètement dingue. C'est délirant. Donc ça aussi, il faut miser là-dessus. Je pense qu'il y avait un truc qui vient d'apparaître, c'est le phénomène, pas des mèmes, mais tu vois, des courts clips. Ouais, exactement. Les gens, il y a beaucoup de gens, ils regardent pas les combats, tu vois. Mais la petite action de 2-3 secondes, et ça, en revanche, en grappling, il peut y en avoir plein. Parce que ça se prête à ça, en fait, le grappling. Sur ton dos, tu peux faire un truc un peu ouf, genre Paul Craig. Tu vois, typiquement, Paul Craig, il te piège comme ça, il met son triangle. Ça, sur un truc de 30 secondes, même pas 30 secondes, 5 secondes, bah, ça peut tourner. Donc peut-être, là-dessus, le côté spectaculaire sera peut-être plus mis en avant. Tu vois. Et mine de rien, l'impact de Khabib Nurmagomedov, parce qu'on va pas se mentir. Ouais, mais lui, il est plus en contrôle. Tu vois. Ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, je vois plus, tu vois, de messages sur les réseaux sociaux avec des gens qui mettent en avant ça, justement. Alors qu'avant, un petit peu je moins. pense que là, la question, c'était parce que c'était par rapport à Ryan Hall, et c'est plus le grappling, bien évidemment. soumission. Exactement. Mais oui, je suis d'accord, mais il a fallu attendre. Hein. Khabib, il en a chié. Mais c'est vrai que il manque peut-être aussi un champion. Si on a un mec qui soumet tout le monde et tout, je peux vous assurer que le train va prendre. Hein. Ça, exactement. Alors, revenons donc à nos moutons, donc Ryan Hall, qui malheureusement est trop peu actif. Ce n'est bien évidemment pas de sa faute. Et là, qui a droit à un sacré client invaincu en carrière. Tokura. Ouais, c'est compliqué, mais il peut gagner, hein, tout à fait. Oui, pareil, alors lui, pour le coup, c'est un magicien, hein, honnêtement. Je sais pas combien de victoires par clé de jambe aussi. D'ailleurs, qui fait des contre BJ Penn, la première. Alors, le problème de Ryan Hall, c'est qu'il y a beaucoup de ses victoires qui ont assez mal vieilli, en fait. Complètement. Et ça, c'est malheureux. Mais il est excellent dans ce qu'il fait. Il y a aussi un autre truc qui, honnêtement, franchement, on va pas se mentir. Moi, j'adore quand il est au sol et qu'il fait ses dingueries.
En revanche, debout, c'est Ouais, pas mais- possible. ouais. Il a compris, parce que c'est un mec super intelligent, comment casser le game debout. Et c'est vraiment, hein, c'est de l'anti-jeu, hein, honnêtement. Parce qu'il fait des kicks à moitié flingués qui servent à rien, mais c'est juste pour éviter le contact. Mhm. Bah, ça sert à rien. Ça sert parce que justement, les mecs en face n'arrivent pas, en fait, à un moment donné, sont frustrés, se précipitent et ils tombent Mais dans il le ne piège. crée pas de dégâts. Mais Voilà. ouais, il crée pas de dégâts et tout. Mais c'est son jeu. Et c'est un truc un peu frustrant à regarder. C'est vrai que debout, parce qu'en plus, il a pas des double legs de ouf. Donc c'est un peu. Ouais, tu le vois qu'il fait ces espèces de touches avec ses sidekicks. C'est pas du Stephen Wonderboy Thompson, hein, loin de là. Hein. C'est assez pénible à regarder. Stephen Wonderwish. Thompson. Ouais, alors là, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc, oui, bon, bah, il fait ce qu'il. Non, mais après, le combat, tu dois le gagner. Hein. Ouais, D'une c'est certaine ça. manière, il a raison hein, de faire ça. Hein. Faudrait pas qu'il qu'il se prenne des KO. Il serait encore moins bien barré pour monter dans la catégorie comme ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a une petite frustration à son égard. Honnêtement. Donc voilà, en tout cas, il sera aussi présent sur la carte préliminaire de l'UFC 264. Mr. Ben. Est-ce que vous voulez continuer un peu sur le grappling ou... Bah, s'il y a d'autres questions. Je sais Bah, on demande beaucoup l'avis sur Brice Mitchell. Ah mais oui, bah oui. voilà, bah tiens, exactement. Lui, voilà, quelqu'un qui est assez spectaculaire. Rust est extrêmement Ouais, fan de exactement, Bryce Mitchell. Ouais, bah, c'est comme quoi c'est possible. Ouais, Mais complètement. parce qu'il fait des trucs de ouf aussi, hein, c'est clair. Et puis, Et qui là, pour le coup, commence à être mis vraiment dans avec des adversaires qui le testent véritablement. Parce que c'était quoi, contre André Fili qui s'est imposé aussi? je me souviens Je plus. crois que c'est. Alors, Bryce J'ai un trou, Mitchell. là. Parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, Ouais, mine c'est de pour rien. ça. Mais alors, Bryce Mitchell. Pendant que tu cherches, j'en profite 2 secondes. Ouais. Ben, on est bientôt 300. Merci Oh. à tout le monde. Les gars, ils peuvent pas répondre à toutes les questions. On fait comme on peut. Hein. Et surtout, vous avez Oui, déjà répondu ah au oui. début. Quoi. Ah oui, bah oui, on y a déjà répondu. Donc, bien évidemment, on mettra le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, qui arrivera quelques dizaines de minutes après le live Twitch. Donc oui, donc il y avait eu déjà cette victoire contre Charles Rosa qui était vraiment pas Ouais. mal parce que c'est quelqu'un qui est très très bon au sol, Charles Rosa, qui avait réussi à survivre encore et encore jusqu'à, bien évidemment, perdre par décision unanime. Et donc c'était ça, ouais, victoire aussi par décision unanime contre André Fili. Mais là qui était intéressante aussi parce qu'André Fili, vous avez pu le voir, jusqu'à la fin du combat sans décision suite à un high poke d'André Fili il y a une semaine, je Ouais, crois. Contre Pineda. Ouais. Exactement, c'est quelqu'un aussi qui pose énormément de problèmes debout, et là justement il avait réussi à passer un petit peu la marée André Fili debout. Je crois qu'il s'était même fait ouvrir à l'arcade pour ça. André Fili, Ouais. il fait pas rire, Ouais, il fait pas rire c'est du tout clair. hein, debout, hein, ça c'est clair. Donc non, franchement, Bryce Mitchell, ça commence à devenir Ouais, très puis bon, très il a des sérieux. soumissions, c'est des dingueries, l'espèce C'est de clair. clé de jambe là comme ça, j'ai oublié le nom, on a sous le F-stretch, voilà c'est ça. Eh oui, C'est ça, c'est le seul avec. à l'UFC, je crois. Non, il y a Magomed Sharipov qui en a fait une aussi. Oui, oui, Magomed, oui, c'est vrai. Et je crois qu'en plus c'était à 2-3 events d'intervalle, enfin ça s'est resserré, il y a une espèce de concomitance comme ça qui était assez dingue. Donc oui, c'est possible, voilà, et puis aussi Bryce Mitchell, ce qu'il aide, c'est qu'il a une personnalité haute en couleur, dirons-nous. Exactement. Donc voilà, oui, qui a eu les fameux camo shots. C'est donc Reebok qui avait fait avec impression militaire les sols en l'honneur de Bryce Mitchell. Et donc il n'a plus combattu depuis le 31 octobre 2020. Voilà. Ah, on a encore 2 petites questions. Allez, 2 petites questions. Allez, c'est Event parti. encore aussi. Hors event, allez, c'est parti. Max Holloway, Ah bah oui, blessé. Mad Max. D'ailleurs, Max Holloway. En parlant de Max Holloway, parmi les plus grandes performances de l'histoire de l'UFC, son dernier combat contre Calvin Kattar. Oh là là. Qui à mon sens pour moi c'était assez dingue parce que c'est vrai que au-delà de ce que lui a proposé, il y avait du répondant mine de rien. Parce que Ouais. malgré tout ce que Calvin Kattar s'est pris, jamais personne ne s'est pris autant de coups dans un combat dans l'histoire de l'UFC, il était dangereux. Ouais, toujours là, mais bon, c'est Oui. comme ça. Hein, et puis c'est un peu le style aussi d'Holloway hein, qui rentre un peu là-dedans. Son combat contre Ortega, c'était ça aussi. Hein, grosse domination, mais je sais plus quel round. Quatrième round, il y a des retours d'Ortega, mais voilà, c'est la vague. Enfin troisième, pardon, mais il le Ouais. finit au 4e. Ouais, c'est la vague Holloway, quoi. C'est impressionnant à ce niveau-là. Ouais, Holloway, clairement, sur les belles performances. Et donc là, blessé, Max Holloway qui devait affronter Yair Rodriguez la semaine prochaine en main event. Donc il était présent lors du show, on va dire, de la pesée officielle de l'UFC 264. Il n'a pas l'air particulièrement chaud à l'idée de faire le combat contre Yair Rodriguez. Enfin, en tout cas, on lui a posé la question si l'UFC veut le remettre en place. Il dit, on verra ce qui va se passer. Il a dit « It is what it is ». Exactement, le fameux. Et il a quand même fait une révélation intéressante. Il a dit qu'à la base, hors blessure, il aurait dû être remplaçant pour l'UFC Ça me 264. paraît un peu plus logique. Ouais. Donc bon, en tout cas, à suivre pour Max Holloway. Personnellement, donc là, il y a Brian Ortega contre Alexander Volkanovski qui arrive pour le pay-per-view UFC 266 de septembre à Las Vegas.
ensuite, pour ma part, hein, surtout si c'est Brian Ortega qui s'impose, bien évidemment, je serais assez favorable à ce qu'il y ait une revanche. Ouais, voilà. Pareil. Et puis, dans le cas contraire, Max Holloway, ce que j'aimerais bien aussi, mine de rien, c'est qu'il y ait une vraie montée en lightweight pour lui. Ouais, non, c'est clair. Moi, je pense qu'il serait très très intéressant en lightweight. Ouais. Très intéressant. On se rend pas compte parce que le combat, c'est marrant, ça fait partie des combats qui ont un peu un traitement rétroactif en fait. Le combat contre Dustin Poirier parce qu'il l'a pris dans des conditions qui étaient un peu spéciales. Ouais. Il a perdu. Mais honnêtement, il a perdu parce que sur les premiers rounds, il a vraiment pris énormément. Il a pris de tarif parce qu'il y avait un gros différentiel de puissance. Mais quand il commençait à varier sa boxe, à toucher au corps, quand il avait réussi, parce qu'il a eu beaucoup de mal aussi, justement pour Léo Takeshi, qui nous disait que Poirier n'avait pas de technique debout. Un des gros problèmes qu'a eu Holloway, c'était justement la défense en Philly shell de Dustin Poirier. D'ailleurs, il l'avait dit dans son corner en rentrant, je ne sais plus, au deuxième ou troisième round, he's blocking weird, tu vois, parce qu'il prenait les coups sur le coude et sur le front. Donc il a eu énormément de mal à analyser cette défense qui est peu commune. Et je pense, honnêtement, on se dirige vers des défenses comme ça. C'est un truc que je dis à part, mais la défense de boxe classique où tu remontes les gants, la high guard, c'est pas très efficace en MMA parce que les gants ils te protègent pas vraiment et tu peux passer derrière. Regardez le KO de Conor McGregor contre Dustin Poirier, le premier, c'est comme ça, hein, il lève le bras mais c'est juste ça passe derrière et puis ça le touche et c'est terminé. Alors que les défenses comme ça où tu vas chercher à créer une plus grosse zone de défense, que ce soit avec l'épaule, avec le Philly shell ou je sais pas la cross guard par exemple. Demandez à Romero. Ouais, Romero, Mats Burnell aussi le fait beaucoup. Et donc je pense que toutes ces méthodes de défense assez old style, old school de boxe anglaise, elles vont réapparaître en fait progressivement parce que je pense que c'est plus efficace en fait au-delà des déplacements, mais ça marche mieux en fait. Donc voilà, il a eu du mal à contourner la défense de Poirier, mais la défense de Poirier elle est bien, mais il y a un truc que fait Poirier, c'est que quand il fait son Philly shell, il le fait pas vraiment, tu vois, comme les boxeurs le font, comme Archie Moore le fait, comme James Toney le fait ou comme Floyd Mayweather le fait. On se protège avec l'épaule et on garde le bras contre le corps. Lui, il accentue en fait le bras pour parer avec son coude. Vous regarderez, il va sûrement le faire ce soir. Vraiment, il l'ouvre vraiment pour qu'en fait le poing vienne contre le coude. Sauf que ça, c'est très bien pour se protéger de la tête, mais ça découvre complètement le corps. Et en fait, Holloway, il a découvert ça, je crois, sur le 4e round. Et quand il commence à faire ses enchaînements et à attaquer au corps, bah, il faisait beaucoup plus mal et c'était, à mon avis, plus équilibré contre Poirier. Donc je serais très curieux de le voir en lightweight. Moi, ça me ferait plaisir. À suivre, en tout cas, pour Max Holloway. Dernière question. La dernière des dernières. La dernière des dernières. Alors, vous préférez quoi? Sur les contenders, sur... Les contenders series ou les... Non, les meilleurs contenders. Les rap contenders en light heavyweight. Ah, en light heavyweight. Ou, c'était quoi l'autre question? Sinon, Rakic, Prochaska. Ouais, Prochaska, complètement. C'est la même chose, la même question. Ouais. C'est la même... Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah, il n'y a qu'une question. Donc, c'est parti. Ou alors, bon, non, il y a une question. Est-ce que c'est possible, en cas de victoire de Cyril Gane, qu'il soit contre Ngannou en septembre? Je crois moyen, non? Peut-être. C'est court, hein. Ça fait beaucoup de combats en très peu de temps. C'est court, mais peut-être. Bon, bah voilà. Impossible n'est pas français. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions. C'est qu'est-ce que tu penses d'un tel? Mais non, alors je préfère être clair, parce que si jamais on refait des lives et tout, complètement. Quand vous nous demandez ce qu'on pense d'un combattant, nous, on va vous parler de son style et de ses victoires. On ne vous parlera pas de la personnalité ou de notre appréciation personnelle. C'est pas très intéressant. Je pense pas que vous en ayez quelque chose à faire de ça. Détrompe-toi, Polydomso. Non, mais... et puis, globalement, il va y avoir d'autres lives et ce sera à chaque fois à thème, donc on essaiera de rester un petit peu dans les thèmes hors... vous êtes un peu éparpillés, les gars, dans le chat, là. Oui. Bon, alors, c'est parti. Le futur, et donc c'est la dernière question, avant que l'on se quitte jusqu'à une prochaine édition. En tout cas, bien évidemment, vous aurez le podcast récap de l'événement qui arrivera quelques dizaines de minutes après le main event de l'UFC 264. On va payer notre personne, les gars. Exactement. Alors là... comme Jaja, ou presque. Alors, donc le futur de la catégorie light heavyweight, qui mine de rien, il y a pas mal de vie dans cette catégorie. Bah, moi, je suis très d'accord avec la... Enfin, d'accord avec la personne... Ouais, très d'accord. très d'accord. Je suis d'accord avec la personne qui a posé la question. Rakic, Prochaska, j'ai envie de voir ce combat. En KLF aussi. Peut-être un peu tôt. Franchement, moi, je pense qu'il peut direct. battre... Ah ouais, non. Oui, non, par contre, oui. Je pense qu'il peut être champion et qu'il peut battre n'importe qui. Moi, personnellement, le fond de ma pensée, je le trouve déjà meilleur que Rakic en KLF. Après, contre Prochaska, je serais
Bon, ça n'arrivera pas parce que Prochazka, là, je pense que soit il bat Rakic et c'est title shot direct. Soit c'est directement le title shot. Soit c'est directement le title shot, exactement. Je pense pas qu'il y aurait d'autres étapes. Et bon, s'il perd après, c'est un peu moins intéressant. Enfin, peut-être ça pourra se faire si, mettons que Prochazka perde contre le champion. Mince. Jan Blachowicz. Wolfenstein, c'est pour ça à chaque fois j'ai du mal, mais et donc du coup là ça pourra peut-être se faire, mais en Kalaev il faut vraiment qu'il monte en puissance. Non mais le combat enfin Rakic Prochazka c'est cool, mais pourquoi pas directement le title shot, il a battu Reyes. À mon avis, il n'y a pas trop. Mais avant ça, il faudra que Blachowicz passe l'étape Glover Teixeira. J'étais un peu déçu en fait de la performance de Rakic face à contre Krylov. Oui. Face à Santos. Et ben oui, en Kalev contre Krylov, c'était pas ouf non plus. Aussi. Ouais. C'est vrai que c'était des performances un peu en. On va dire que les deux ont fait ce qu'ils avaient à faire pour gagner le combat, mais on aurait pu s'attendre à autre chose aussi. Peut-être un peu plus de prise de risque, mais c'est dangereux. Krylov comme Santos comme Krylov, c'est des mecs à mon avis le bon soir ils peuvent battre tout le monde. Exactement. C'est vraiment le soir où ils sont concentrés, où ils sont à fond dedans, ils peuvent même te battre le champion. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est dangereux quand tu combats des mecs comme ça. Tu peux pas être complètement serein. Tu peux pas faire n'importe quoi. Regardez Santos, il avait quand même allumé Teixeira, 2 knockdowns. Non mais Blachowicz quoi. Aussi, il l'a mis KO. Il l'a mis KO, tu vois. Donc et c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que bon, c'est des performances un peu en demi-teinte, mais faut pas trop en tirer de conclusion parce que c'est des combattants très très dangereux. Peut-être que le palmarès ne le laisse pas ne le laisse pas entrevoir, mais Krylov comme Santos, c'est pas une promenade de santé. Exactement. Bien, donc nous avons terminé là pour ce live. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. On vous remercie infiniment. On reviendra très rapidement. On ne sait pas quand, mais attention, on va être un petit peu plus sérieux là-dessus, sur les lives, sur ces choses-là. Ouais. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Très bonne soirée de l'UFC 264 pour ceux qui vont veiller tard. Exactement, parce qu'on n'a pas ça tous les jours et encore moins tous les mois. Donc il est 23h36. On se quitte donc là. Merci à Ben pour tout ce qu'il a fait là, parfait, hein. 1h30 de maestria. À très très vite pour de nouvelles aventures. Alors,